Les enfants mettent leur mère de 68 ans à la rue sous la pluie. Ce qui s'est passé ensuite les a laissés sous le choc. La nuit du 15 mars a commencé comme n'importe quelle autre, mais elle s'est terminée d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Une femme de 68 ans nommée Elena marchait seule dans les rues trempées de la ville, traînant une valise délavée, tandis que la pluie fouettait son visage comme de petites aiguilles de glace. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid pénétrant, mais à cause de quelque chose de bien pire. La trahison des 3 personnes qu'elle avait aimées plus que sa propre vie. Ce que ses enfants lui ont fait cette nuit-là fut si cruel que lorsque l'histoire a été révélée, toute la ville a été choquée. Mais le destin avait préparé une leçon qui changerait leur vie pour toujours. C'est une histoire vraie qui vous fera réfléchir sur la véritable valeur d'une mère. Avant de continuer cette histoire qui va vous émouvoir jusqu'aux larmes, n'oubliez pas de liker et de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous nous accompagnez. Vous nous suivez depuis le Mexique, l'Espagne, l'Argentine. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez, car ces histoires sont pour tous ceux qui connaissent la signification du véritable amour et de la valeur de la famille. Maintenant, continuons avec ce qui s'est passé ensuite, car ce qui est arrivé ce jour-là a changé leur façon de voir le monde pour toujours. Elena Moral était mère depuis l'âge de 23 ans. Elle se souvenait parfaitement du jour où son premier fils, Thomas, était né. L'accouchement avait été difficile, durant 18 heures, mais quand elle l'a finalement tenu dans ses bras, elle a su qu'elle donnerait toute sa vie pour ce petit être. 2 ans plus tard, Patricia est arrivée, et 3 ans plus tard, le Benjamin, Ricardo. Chacun d'eux avait été une bénédiction, ou du moins c'est ce qu'elle a pensé pendant de nombreuses années. Son mari, Alejandro, avait été un homme bon, mais à la santé fragile. Il travaillait comme comptable dans une petite entreprise, mais son salaire couvrait à peine les besoins essentiels de la famille. C'est pourquoi Elena a toujours dû travailler aussi. Pendant des années, elle a travaillé comme couturière à la maison, passant des nuits entières devant la machine à coudre pour pouvoir acheter des uniformes scolaires à ses enfants, pour pouvoir payer les excursions scolaires, pour leur donner ne serait-ce qu'un morceau de gâteau pour leurs anniversaires. Elena se souvenait clairement des nuits où elle restait éveillée jusqu'à 3 heures du matin, terminant des robes de mariée pour ses clientes, les doigts gonflés à force de coudre, les yeux rouges de fatigue, mais toujours avec un sourire sur le visage, car le lendemain, elle pourrait acheter à Thomas ses chaussures de sport qu'il désirait tant, ou payer les cours de danse de Patricia qui la rendaient si heureuse, ou emmener Ricardo chez le médecin lorsqu'il avait ces fièvres si hautes qui l'empêchaient de dormir d'inquiétude. Les années ont passé et les enfants ont grandi. Elena a vieilli rapidement, comme vieillissent les femmes qui portent trop de poids sur leurs épaules. À 45 ans, elle avait déjà des cheveux gris. À 50 ans, ses mains montraient déjà les marques du travail incessant. Mais elle ne s'est jamais plainte. Chaque ride sur son visage était une médaille d'honneur. Chaque douleur dans ses articulations était le prix qu'elle payait joyeusement pour voir ses enfants grandir en bonne santé et heureux. Quand Thomas a eu 18 ans, il a voulu étudier l'administration des affaires à l'université. Les frais d'inscription étaient chers, trop chers pour ce qu'Elena et Alejandro pouvaient payer. Elena a vendu sa seule bague en or, une relique qu'elle avait héritée de sa grand-mère, pour payer le premier semestre. Elle a fait des heures supplémentaires, cousant même le dimanche pour maintenir Thomas à l'université. 4 ans plus tard, lorsque son fils a obtenu son diplôme, Elena a pleuré de fierté à la cérémonie. Chaque sacrifice en valait la peine, chaque nuit sans sommeil, chaque repas qu'elle avait elle-même sauté pour que son fils puisse manger. Patricia s'est avérée être une enfant difficile. À 16 ans, elle est tombée amoureuse du mauvais garçon, un jeune rebelle qui l'a entraînée dans des problèmes. Elle est tombée enceinte à 17 ans. De nombreuses familles auraient rejeté une fille dans ces circonstances, mais pas Elena. Elle a serré Patricia dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Elle lui a dit que tout irait bien, qu'elle la soutiendrait quoi qu'il arrive, et elle a tenu cette promesse. Elle a aidé à élever sa petite fille pendant que Patricia terminait le lycée. Elle s'occupait du bébé toutes les nuits pour que sa fille puisse étudier. Elle lui donnait de sa propre assiette pour que Patricia mange bien pendant la grossesse. Ricardo, le plus jeune, était celui qui l'inquiétait le plus. Dès l'adolescence, il a montré une tendance à l'irresponsabilité. Il a changé de travail plusieurs fois. Il avait toujours des problèmes d'argent, il avait toujours besoin que maman le sauve, et Elena le faisait toujours.
Lorsque Ricardo a perdu son appartement parce qu'il ne pouvait pas payer le loyer, Elena a contracté un prêt auprès d'un usurier pour l'aider. Elle a payé cette dette pendant 2 ans, sacrifiant ses propres besoins pour sauver son fils une fois de plus. Il y a 6 ans, Alejandro est mort d'une crise cardiaque soudaine. Elena a été dévastée. Ils avaient été ensemble pendant 42 ans. Ils avaient construit une vie ensemble. Ils avaient affronté toutes les tempêtes main dans la main. Quand il est mort, Elena a senti qu'une partie d'elle mourait aussi, mais ses enfants étaient là, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Aux funérailles, Thomas l'a serrée dans ses bras et lui a promis qu'elle ne serait jamais seule. Patricia a pleuré avec elle et lui a juré qu'elle prendrait toujours soin d'elle. Ricardo, bien qu'il ait toujours été le plus distant, lui a également dit qu'elle pourrait toujours compter sur lui. Les premiers mois après la mort d'Alejandro furent terribles. Elena se sentait perdue dans cette maison qui soudain semblait trop grande et trop silencieuse, mais petit à petit, elle s'est adaptée à sa nouvelle réalité. Elle vivait d'une petite pension qu'Alejandro lui avait laissée et de ses économies, qui n'étaient pas nombreuses, mais lui suffisaient pour vivre modestement. Ses enfants lui rendaient visite de temps en temps, bien que de moins en moins souvent. Thomas avait toujours des réunions importantes à son travail. Patricia était occupée avec sa propre famille. Ricardo disparaissait simplement pendant des semaines sans donner de nouvelles. Elena essayait de ne pas se sentir seule. Elle se disait que ses enfants avaient leur propre vie, leurs propres responsabilités. Il était normal qu'ils ne puissent pas lui rendre visite aussi souvent qu'avant. Mais au fond, les nuits silencieuses, lorsqu'elle était seule dans cette maison pleine de souvenirs, elle sentait un vide qui grandissait chaque jour. Parfois, elle appelait Thomas juste pour entendre sa voix, mais il était toujours pressé, il devait toujours raccrocher rapidement parce qu'il était en train de faire quelque chose d'important. Patricia répondait de temps en temps, mais leur conversation était brève et superficielle. Ricardo ne répondait presque jamais à ses appels. Il y a 8 mois, la vie d'Elena a pris un tournant terrible. Un matin, elle s'est levée pour aller à la salle de bain et a ressenti un vertige intense. La seconde d'après, elle était par terre avec une douleur insupportable à la hanche. Elle avait glissé sur le sol mouillé de la salle de bain et s'était fracturé la hanche. Elle est restée là allongée pendant près de 2 heures, hurlant de douleur, jusqu'à ce qu'elle réussisse finalement à atteindre son téléphone et à appeler les urgences. L'opération fut compliquée et coûteuse. Les médecins lui ont dit qu'à son âge, se remettre d'une fracture de la hanche était difficile et nécessiterait des mois de physiothérapie. Elena a dépensé presque toutes ses économies dans l'opération et les premiers mois de traitement. Elle a dû appeler ses enfants pour leur demander de l'aide, non seulement financière, mais aussi physique, car elle avait besoin de soins constants pendant sa récupération. Thomas lui a prêté de l'argent, mais il l'a fait avec un ton qu'Elena n'avait jamais entendu dans sa voix. Ce n'était pas le ton affectueux d'un fils aidant sa mère, mais le ton froid d'un prêteur faisant une affaire. Il lui a clairement dit qu'il s'attendait à ce qu'elle lui rembourse cet argent avec des intérêts, comme si Elena était une cliente quelconque et non la femme qui avait vendu sa bague en or pour payer ses études. Patricia est venue s'occuper d'elle pendant 3 semaines, mais elle se plaignait tout le temps. Elle se plaignait que sa mère était exigeante, qu'elle ne pouvait pas laisser ses propres enfants sans surveillance, que son mari était en colère parce qu'elle passait tant de temps loin de la maison. Elena essayait de ne pas être un fardeau. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait par elle-même, même si cela lui faisait terriblement mal. Mais Patricia trouvait toujours quelque chose à redire. Après ces 3 semaines, elle a dit à Elena qu'elle ne pouvait plus continuer à s'occuper d'elle, qu'elle devait d'abord penser à sa propre famille. Ricardo n'est jamais apparu. Elena l'a appelé des dizaines de fois. Elle lui a laissé des messages désespérés lui demandant de l'aide, mais il n'a jamais répondu. Plus tard, elle a appris qu'il avait vu tous ces messages, mais qu'il avait simplement décidé de les ignorer. Son propre fils, qu'elle avait sauvé tant de fois, l'a abandonné quand elle en avait le plus besoin. Elena a dû embaucher une infirmière pour l'aider pendant sa récupération, ce qui a consommé le reste de ses économies. Après 3 mois, elle a finalement pu marcher à nouveau. Bien qu'avec difficulté et à l'aide d'une canne, elle pensait que le pire était passé, qu'elle pourrait maintenant retrouver sa vie normale, mais elle se trompait lourdement. Un samedi après midi, ses 3 enfants sont arrivés ensemble chez elle. Elena fut agréablement surprise car cela faisait des années qu'elle ne les avait pas vus tous les 3 en même temps.
Elle pensait que peut-être il voulait enfin passer du temps de qualité avec elle, peut-être dîner ensemble comme au bon vieux temps où Alejandro vivait encore et où la famille était unie. Elle a préparé du café et sorti des biscuits qu'elle avait cuits ce matin-là, pleine d'espoir de passer un agréable après-midi avec ses enfants. Mais lorsqu'ils se sont assis dans le salon, Elena a remarqué quelque chose d'étrange dans leurs expressions. Il n'y avait pas de chaleur dans leurs yeux, pas de sourire. Thomas fut le premier à parler. Il avait toujours été le leader des trois. Il lui a dit qu'ils avaient discuté entre eux et qu'ils étaient arrivés à une décision importante concernant son avenir. Elena a écouté avec une horreur croissante tandis que Thomas lui expliquait leur plan. Ils lui ont dit que la maison était trop grande pour elle, surtout après sa chute. Ils ont fait valoir qu'il était dangereux qu'elle vive seule à son âge avec sa mobilité réduite. Ils ont dit que le mieux serait de vendre la maison et de diviser l'argent. Elena pourrait utiliser sa partie pour aller vivre dans une maison de retraite où elle serait mieux soignée et eux pourraient utiliser leur partie de l'argent pour leurs propres besoins. Elena a eu l'impression d'avoir reçu un seau d'eau glacée. Cette maison n'était pas seulement un bâtiment, c'était son foyer. C'était l'endroit où elle avait élevé ses 3 enfants, où elle avait passé 42 ans de sa vie avec Alejandro. Chaque coin de cette maison gardait un souvenir précieux. La cuisine où elle a appris à Patricia à faire du pain sucré, le jardin où Thomas a fait ses premiers pas, la chambre où elle a soigné Ricardo pendant toutes ses maladies d'enfance. Les murs de cette maison avaient été témoins de toutes ses joies et de toutes ses larmes. D'une voix tremblante, Elena les a suppliés de ne pas lui faire ça. Elle leur a expliqué que cette maison était tout ce qui lui restait de sa vie. Avec leur père, qu'elle voulait y passer ces dernières années entourées des souvenirs des personnes qu'elle avait aimées. Mais ses enfants ont été inflexibles. Thomas a soutenu qu'il avait prêté de l'argent pour son opération et qu'il méritait de le récupérer avec des intérêts. Patricia a dit qu'elle avait besoin d'argent d'urgence car sa fille aînée était sur le point d'entrer à l'université et les frais d'inscription étaient très chers. Ricardo, comme toujours, acquiesçait simplement à tout ce que disaient ses frères, sans exprimer sa propre opinion. Elena a essayé de les raisonner. Elle leur a rappelé que la maison était uniquement à son nom depuis la mort d'Alejandro, que légalement elle avait tout à fait le droit d'y rester jusqu'à son dernier jour. Mais ses enfants ont commencé à faire pression sur elle de manière de plus en plus agressive. Ils lui ont dit que quand elle mourrait, la maison leur appartiendrait de toute façon, alors qu'il valait mieux la vendre. Maintenant, pendant qu'elle pouvait encore bénéficier d'une partie de l'argent, les visites sont devenues constantes et tendues. Ils arrivaient sans prévenir. Ils inspectaient la maison comme si elle était déjà la leur. Ils parlaient de combien d'argent ils pourraient en tirer. Thomas lui disait qu'elle était égoïste de ne pas penser à ses petits-enfants, qu'ils avaient besoin de cet argent plus qu'elle n'avait besoin d'une si grande maison. Patricia pleurait de manière manipulatrice, disant qu'elle avait sacrifié 3 semaines de sa vie pour s'occuper d'elle, et que maintenant Elena ne voulait pas l'aider quand elle en avait besoin. Ricardo, bien qu'il n'ait jamais levé le petit doigt pour l'aider, apparaissait soudainement pour soutenir chacun des arguments de ses frères. La pression augmentait de jour en jour. Elena a commencé à se sentir comme une prisonnière dans sa propre maison. Ses enfants arrivaient à n'importe quelle heure, l'interrompaient pendant qu'elle se reposait, la bombardait d'arguments et de reproches. Elle dormait mal, mangeait moins bien, elle perdait du poids rapidement à cause du stress constant. Ses voisins ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas, qu'Elena semblait de plus en plus
mince, plus pâle, plus triste. Une nuit, Elena a fait un rêve qui l'a laissée tremblante. Elle a rêvé qu'Alejandro était assis au bord de son lit, là, regardant avec ses yeux chaleureux qui lui manquaient tant. Il lui a pris la main et lui a dit, « Elena, mon amour, je sais que ça fait mal. Je sais que tu te demandes ce que nous avons fait d'eux. Mal en les élevant, mais parfois, malgré tout l'amour que nous donnons à nos enfants, ils choisissent leur propre chemin. Et ce n'est pas toujours le chemin que nous aurions voulu pour eux. » Elena s'est réveillée en pleurant, serrant l'oreiller où Alejandro dormait habituellement, ressentant son absence plus profondément que jamais. La semaine suivante, après une autre discussion épuisante, Elena a finalement cédé. Elle était si fatiguée, si épuisée, émotionnellement et physiquement, qu'elle n'avait plus la force de continuer à se battre. Ses enfants avaient gagné. Elle a signé les papiers de vente avec des mains tremblantes, tandis que les larmes tombaient sur le document, tachant l'encre. Thomas a ramassé les papiers sans même la remercier. Il lui a simplement dit qu'elle avait 2 semaines pour quitter la maison. Ces 2 semaines ont été les plus douloureuses de la vie d'Elena. Elle marchait dans chaque pièce comme pour faire ses adieux à un être cher. Elle touchait les murs, comme s'il pouvait sentir sa douleur, comme s'il pouvait comprendre qu'elle serait bientôt loin d'eux pour toujours. Elle a emballé ses quelques effets personnels dans une vieille valise qu'elle avait achetée il y a 20 ans pour un voyage qu'elle n'avait jamais fait. Elle n'avait pas grand-chose à emporter. Quelques vêtements, quelques photos d'eux. Ses enfants quand ils étaient petits. La regardaient encore avec amour, et un châle tricoté qu'Alejandro lui avait offert pour leur dernier anniversaire. Elena a essayé de contacter ses enfants pour leur demander des nouvelles de la maison de retraite dont il avait parlé, mais aucun ne répondait à ses appels. Finalement, elle a réussi à parler à Patricia, qui lui a dit avec une froideur qu'Elena n'avait pas reconnu qu'ils avaient fait des recherches et que les résidences étaient très chères, qu'avec sa part de l'argent de la vente de la maison, elle devrait se débrouiller seule pour trouver où vivre. Elena a été choquée. Elle leur a demandé où elle était censée vivre alors, mais Patricia a simplement dit que ce n'était pas son problème et a raccroché. Elena est restée là, debout, tenant le téléphone éteint dans sa main, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Ses propres enfants, les enfants qu'elle avait portés dans son ventre, qu'elle avait allaités, qu'elle avait soignés pendant chaque maladie, étaient en train de la laisser littéralement à la rue. Le jour où elle devait quitter la maison est arrivé trop vite. C'était un jour gris de mars et le ciel menaçait de tempête. Elena s'est réveillée tôt, même si en réalité elle n'avait presque pas dormi. Elle a marché une dernière fois dans la maison, touchant chaque surface, se souvenant de chaque moment vécu entre ces murs. Elle s'est arrêtée devant une petite marque sur le mur du couloir, un trait fait au crayon qui montrait la taille de Thomas quand il avait 5 ans. Elle a passé ses doigts sur cette marque, se souvenant à quel point son fils était fier ce jour-là, comment il lui avait demandé de mesurer sa taille chaque mois pour voir combien il grandissait. Elle s'est assise sur le canapé où elle avait passé tant de nuits à coudre, où elle avait consolé Patricia lors de sa première déception amoureuse, où elle avait tenu Ricardo alors qu'il pleurait pendant sa rééducation.
Elle a regardé vers la cuisine, où elle avait préparé des milliers de repas, où elle avait célébré chaque anniversaire, chaque Noël, chaque petite victoire de ses enfants. Tout cela était maintenant derrière elle. À 16 heures, Elena a pris sa valise, a fermé la porte de sa maison pour la dernière fois et a marché vers la rue. Elle n'avait nulle part où aller. Elle a pensé à frapper à quelques portes de voisins, mais la honte l'en empêchait. Comment pourrait-elle se présenter en demandant de l'aide? Comment pourrait-elle expliquer que ses propres enfants l'avaient abandonnée? Elle a marché sans but dans le quartier, saluant timidement quelques voisins qui la regardaient avec inquiétude, mais sans oser demander. Elle est arrivée à un petit parc qu'elle connaissait bien, où elle emmenait ses enfants quand ils étaient petits. Elle s'est assise sur un banc, le même banc où elle s'asseyait pour les regarder jouer. Elle a serré sa valise dans ses bras et est restée là à regarder d'autres familles dans le parc. Des parents jouant avec leurs enfants, des grands-parents poussant des landaux. Elle s'est demandé à quel moment tout avait si mal tourné. À quel moment les enfants qui jouaient dans ce même parc il y a 30 ans étaient devenus les personnes froides et égoïstes qui venaient de la laisser sans abri. Vers 18 heures, il a commencé à pleuvoir. Au début, ce n'était que quelques gouttes, mais en quelques minutes, cela s'est transformé en une violente tempête. Le vent soufflait si fort qu'il menaçait d'arracher les branches des arbres. Elena s'est levée du banc et a commencé à marcher. Elle ne savait pas où aller. Elle savait juste qu'elle ne pouvait pas rester là sous la pluie. Ses vêtements ont été trempés en quelques secondes, l'eau froide la transperçant jusqu'aux os. Dans son désespoir, Elena a décidé de faire une dernière tentative. Elle a pris un taxi avec les quelques sous qui lui restaient et a demandé au chauffeur de la conduire chez Thomas. Pendant le trajet, elle a répété mentalement ce qu'elle dirait à son fils. Sûrement, en la voyant dans cet état, complètement trempé, sa canne tremblant dans ses mains, il réagirait. Il se souviendrait de toutes les fois où elle s'était occupée de lui quand il était malade, de toutes les nuits où elle avait veillé pour l'aider avec ses devoirs universitaires. Son cœur de fils se réveillerait et il lui ouvrirait les portes de sa maison. Lorsque le taxi s'est arrêté devant la maison de Thomas, Elena a remarqué qu'elle était beaucoup plus grande et élégante qu'elle ne s'en souvenait. Il y avait des voitures chères à l'entrée, des lumières chaudes brillant à toutes les fenêtres. De toute évidence, son fils prospérait économiquement. Elena est sortie du taxi, a payé le chauffeur avec ses dernières pièces et a marché vers la porte. Ses mains tremblaient en sonnant à la sonnette. Et ce n'était pas seulement à cause du froid. Thomas a ouvert la porte et son expression n'était ni de surprise ni d'inquiétude, elle était de simple et pure irritation. Elena a essayé de lui expliquer qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle avait juste besoin d'un endroit où passer la nuit jusqu'à ce qu'elle puisse trouver quelque chose. Mais Thomas l'a interrompu brusquement. Il lui a dit qu'elle avait signé les papiers, que la maison était déjà vendue, que l'argent avait déjà été divisé et que chacun devait maintenant résoudre sa propre vie. L'épouse de Thomas est apparue derrière lui, une femme élégante qu'Elena
connaissait à peine car son fils la ramenait rarement aux réunions de famille. La femme a regardé Elena de haut en bas avec une expression de dégoût en voyant ses vêtements trempés et son apparence négligée. Elle a dit à Thomas qu'il avait des invités dans le salon et qu'il serait très inconfortable que sa mère soit là dans cet état. Elena ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle a regardé les yeux de son fils aîné, cherchant une trace de l'enfant qui l'étreignait et lui disait qu'elle était la meilleure maman du monde. Elle a cherché un signe du jeune homme qui avait pleuré dans ses bras à la mort de son père, lui promettant de ne jamais la laisser seule. Mais ses yeux étaient maintenant froids, durs, pleins d'indifférence. D'une voix brisée, Elena lui a rappelé toutes les nuits qu'elle avait passées éveillée, quand il était enfant et souffrait d'asthme. Comment elle courait dans sa chambre chaque fois qu'elle entendait sa respiration difficile, comment elle l'emmenait à l'hôpital à 3 heures du matin quand il faisait des crises. Elle lui a rappelé comment elle avait vendu sa bague en or, son seul bijou de valeur, pour payer son université. Elle lui a rappelé comment elle avait travaillé double quart pendant 4 ans pour qu'il puisse étudier sans se soucier de l'argent. Thomas a haussé les épaules, avec une indifférence qui a brisé le cœur d'Elena. Il lui a dit que c'était ce que les mères devaient faire, que c'était son obligation, qu'il n'avait pas demandé à naître. Elena a senti comme si un couteau lui avait été planté dans la poitrine. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Thomas a claqué la porte au nez. Elle est restée là, debout sous la pluie torrentielle, regardant cette porte fermée, écoutant les rires venant de l'intérieur de la maison. La vie de son fils continuait normalement alors qu'elle était dehors, seule, trempée, sans aucun endroit où aller. Elena s'est forcée à bouger. Ses jambes répondaient à peine, encore faibles à cause de la fracture de la hanche qu'elle avait subie des mois plus tôt. Chaque pas était douloureux, mais elle s'est obligée à marcher jusqu'à la maison de Patricia. Le trajet fut épuisant. La pluie tombait de plus en plus fort. Le vent lui coupait le souffle. Elle passait devant des maisons aux fenêtres illuminées. Elle pouvait voir à travers elles des familles dînant ensemble, au chaud et au sec, menant la vie normale qu'elle avait elle-même eue autrefois. Quand elle arriva enfin à la maison de Patricia, elle frappa à la porte avec les dernières forces qui lui restaient. Sa fille ouvrit, pendant un moment. Son visage afficha la surprise. Elena a pensé qu'il y avait peut-être de l'espoir, que Patricia, sa seule fille, la femme à qui elle avait tout appris, ce qu'elle savait, ne pourrait pas la voir dans cet état sans réagir. Mais alors, le mari de Patricia apparut derrière elle. Elena n'avait jamais eu de bonnes relations avec lui. Elle l'avait toujours trouvé froid et calculateur. L'homme regarda Elena avec un mépris évident et dit quelque chose à l'oreille de Patricia. L'expression de Patricia changea complètement. La chaleur qui avait un instant éclairé ses yeux s'évanouit. D'une voix tremblante mais ferme, Patricia lui dit qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait pas la recevoir. Elle dit que son mari ne voulait pas de problème à la maison, qu'ils devaient penser à leur propre enfant d'abord. Elena demanda à Patricia si elle se souvenait de quand elle était petite et faisait des cauchemars toutes les nuits. Comment
Elena s'asseyait à côté de son lit. Pendant des heures, lui chantant des berceuses, lui caressant les cheveux. Jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle lui rappela quand Patricia était tombée enceinte à 17 ans, comment Elena l'avait défendue alors que tout le monde la jugeait, comment elle avait pris soin de son bébé pour qu'elle puisse terminer ses études. Patricia se mit à pleurer, mais ne changea pas d'avis. Entre ses sanglots, elle lui dit que la vie était ainsi, que chacun devait prendre soin de soi, qu'elle devait protéger sa famille. Et avant qu'Elena ne puisse dire autre chose, Patricia ferma la porte. Elena entendit sa fille pleurer de l'autre côté. Elle entendit son mari lui dire qu'elle avait bien fait, qu'il ne pouvait pas assumer cette responsabilité. Il ne lui restait que Ricardo. Elena marcha sous la tempête qui devenait de plus en plus intense. Ses pieds répondaient à peine. Chaque pas était une agonie. Elle sentait qu'elle allait s'évanouir à tout moment. La maison de Ricardo était de l'autre côté de la ville et Elena n'avait plus d'argent pour un autre taxi. Elle dut marcher pendant presque 2 heures sous la pluie torrentielle. Durant ce trajet interminable, Elena a pensé à tout. Elle a pensé au jour où Ricardo est né. Comment il avait été si petit et fragile que les médecins n'étaient pas sûrs qu'il survive. Comment elle avait refusé d'abandonner, comment elle l'avait soigné jour et nuit pendant des semaines jusqu'à ce qu'il se renforce enfin. Elle a pensé à toutes les fois où Ricardo s'était égaré dans sa vie, à tous les problèmes dont elle l'avait sauvé, l'argent qu'elle lui avait prêté quand il avait perdu son travail, la caution qu'elle avait payée quand il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse, la cure de désintoxication qu'elle avait financée quand il était tombé dans la drogue. Quand elle arriva finalement à la maison de Ricardo, elle pouvait à peine se tenir debout. Elle frappa à la porte avec les dernières forces qui lui restaient. Ricardo ouvrit et son expression fut d'une totale indifférence. Il ne demanda même pas ce qui lui était arrivé ni pourquoi elle était dans cet état. Elena n'eut même pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit car Ricardo lui dit simplement qu'il savait déjà ce qu'elle voulait, que Thomas et Patricia l'avaient prévenu qu'elle viendrait probablement le chercher et que sa réponse était non. Elena tomba à genoux devant son plus jeune fils. L'eau de pluie mêlée à ses larmes coulait sur son visage. Elle le supplia de lui donner refuge, ne serait-ce que pour une nuit. Elle lui rappela qu'il était son bébé, le fils qui lui avait donné le plus de travail, mais aussi celui qu'elle avait le plus aimé, car c'était celui qui avait le plus besoin d'elle. Ricardo la regarda avec mépris et lui dit de se lever, qu'elle faisait une scène. Il lui dit qu'il avait sa propre vie maintenant, qu'il avait surmonté son passé problématique et qu'il ne voulait pas de rappel de cette époque, que la voir lui rappelait de mauvais souvenirs et qu'il préférait qu'elle ne revienne pas le chercher. Elena leva les yeux vers son plus jeune fils et vit un parfait étranger. Elle essaya de lui prendre la main, mais Ricardo fit un pas en arrière comme si son contact le brûlait. Ce fut à ce moment que quelque chose se brisa définitivement à l'intérieur d'Elena. Elle se leva lentement, regarda Ricardo dans les yeux, d'une voix qui ne tremblait plus, avec une dignité qui émergeait du plus profond de son être. Elle lui dit, un jour, Ricardo, quand
Tu seras plus âgé et que tu regarderas en arrière, tu comprendras ce que tu as perdu aujourd'hui. Tu n'as pas perdu une mère ennuyeuse qui te demande de l'aide. Tu as perdu la seule personne au monde qui t'a aimé sans condition, qui t'a sauvé encore et encore sans rien te demander en retour. Et ce jour-là, quand tu comprendras enfin, il sera trop tard. Ricardo ne dit rien, il ferma simplement la porte, laissant Elena seule au milieu de la tempête. Elena est restée là un instant, regardant cette porte fermée et quelque chose d'extraordinaire s'est produit en elle. Elle ne ressentait plus de tristesse ni de douleur. Elle ressentait un calme étrange, une acceptation. Ses enfants n'étaient plus les personnes qu'elle croyait avoir élevées. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais été. Elle prit sa valise trempée et commença à marcher sans but dans les rues sombres de la ville. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle marchait quand, finalement, ses jambes ne purent plus avancer. Elle s'arrêta sous l'auvent d'un magasin fermé, s'assit sur le sol froid et serra sa valise dans ses bras. L'eau de pluie coulait dans les rues, formant de petites rivières. Elena ferma les yeux, épuisée physiquement et émotionnellement. Pendant un instant, elle souhaita qu'Alejandro soit là, qu'elle puisse se réveiller et découvrir que tout cela n'avait été qu'un terrible cauchemar. Elle commença à prier, mais elle ne pria pas pour demander de l'aide pour elle-même. Elle pria pour que ses enfants comprennent un jour la valeur de l'amour et de la famille avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Elle pria pour qu'ils n'aient jamais à ressentir la douleur qu'elle ressentait à ce moment-là, alors qu'Elena était assise là, sous cet auvent, complètement trempée et tremblante de froid. Une voiture s'arrêta devant elle. C'était un véhicule élégant, noir, avec des vitres teintées. Elena a pensé que c'était peut-être la police qui venait lui dire qu'elle ne pouvait pas rester là. Elle se prépara à se lever et à continuer à marcher, même si elle n'avait plus de force. Mais lorsque la porte de la voiture s'ouvrit, celui qui en descendit fut un homme d'environ 55 ans, vêtu élégamment, avec un parapluie à la main. L'homme s'approcha d'Elena et s'accroupit à côté d'elle. D'une voix aimable, il lui demanda si elle allait bien et ce qu'elle faisait là sous la pluie à cette heure de la nuit. Elena le regarda et quelque chose dans les yeux de cet homme lui donna confiance. Il y avait une chaleur sincère là, une préoccupation réelle qu'elle n'avait pas vue dans les yeux de ses propres enfants. D'une voix fatiguée et entrecoupée, elle lui raconta brièvement ce qui s'était passé, comment ses propres enfants l'avaient chassée de sa maison, comment aucun d'eux n'avait voulu la recevoir, comment elle avait marché pendant des heures sous la tempête sans avoir où aller. L'homme écouta en silence, son expression passant de l'inquiétude à l'indignation au fur et à mesure qu'Elena parlait. Quand Elena eut fini de parler, l'homme resta silencieux un instant, comme pour assimiler tout ce qu'il venait d'entendre. Ses yeux s'humidifièrent et il serra fort les lèvres. Finalement, d'une voix ferme, mais aimable, il lui dit : « Madame, vous ne pouvez pas rester ici. Il fait trop froid et vous êtes complètement trempée. S'il vous plaît, permettez-moi de vous emmener dans un endroit où vous pourrez être au sec et au chaud cette nuit. Demain, nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous. »
Aider de manière plus permanente. Elena hésita un instant. On lui avait appris toute sa vie à ne pas faire confiance aux étrangers, mais quelque chose dans le regard de cet homme lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance. De plus, qu'avait-elle à perdre? Elle avait déjà tout perdu. Elle accepta son aide et l'homme l'aida à se lever avec beaucoup de précaution, remarquant qu'Elena boitait et avait du mal à marcher à cause de son ancienne fracture de la hanche. Il l'aida à monter dans la voiture avec une gentillesse qu'Elena n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Il mit sa valise dans le coffre et commença à conduire. Pendant le trajet, l'homme se présenta. Son nom était Roberto Mene et il était propriétaire de plusieurs entreprises dans la ville. Il expliqua à Elena qu'il était passé par là par hasard, qu'il ne prenait normalement pas cette route, mais que quelque chose l'avait fait dévier cette nuit. Elena pensa que peut-être ses prières avaient été exaucées après tout. Roberto lui demanda plus de détails sur sa situation et Elena lui raconta toute son histoire, de la mort d'Alejandro, événement de cette terrible nuit. Roberto écoutait attentivement et Elena remarqua que ses mains serraient fort le volant lorsqu'elle lui racontait comment ses enfants l'avaient traité. Et où sont ses enfants? Maintenant, demanda Roberto d'une voix tendue, dormant confortablement dans leur maison pendant que leur mère est dans la rue. Elena hocha la tête, incapable de parler, car les larmes montaient à nouveau. Roberto secoua la tête, clairement furieux, mais il se contrôla par respect pour Elena. Finalement, ils arrivèrent à un hôtel élégant dans le centre-ville. Elena se sentit mal à l'aise. Ce genre d'endroit était clairement hors de sa portée économique. Mais Roberto lui dit de ne s'inquiéter de rien, qu'il s'occuperait de tout. Il l'aida à descendre de la voiture et ils entrèrent ensemble dans le hall de l'hôtel. Roberto parla au réceptionniste et réserva une suite pour Elena. Il donna des instructions spécifiques au personnel de prendre bien soin de la dame, de lui donner tout ce dont elle avait besoin et de porter tous les frais à son compte personnel. Ensuite, il se tourna vers Elena et lui dit, « Madame Elena, reposez-vous cette nuit, prenez une douche chaude, mangez quelque chose. Dormez dans un lit confortable. Demain, je viendrai vous voir et nous discuterons de la manière dont nous pouvons vous aider de façon plus permanente. Et si vous me le permettez, j'aimerais avoir une conversation avec vos enfants. Je pense qu'ils ont besoin de comprendre ce qu'ils ont fait. » Elena hocha la tête, trop épuisée et émue pour parler. Les larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de gratitude. Un parfait étranger lui témoignait plus de compassion et d'humanité que ses propres enfants. Cette nuit-là, Elena a pris une douche chaude qui a semblé durer une éternité. L'eau tiède sur sa peau glacée fut comme un baume. Elle enfila le peignoir doux que l'hôtel lui avait fourni et s'allongea dans un lit plus confortable qu'elle n'avait dormi depuis des années. Mais, malgré la fatigue extrême, elle ne pouvait pas dormir. Son esprit ne cessait de repasser les événements de la journée, les expressions froides de ses enfants, les portes fermées au nez, le froid pénétrant de la pluie. Mais elle pensait aussi à Roberto, à son inexplicable gentillesse, à la façon dont la vie lui avait envoyé un ange quand elle en avait le plus besoin.
Au lendemain matin, Elena se réveilla en se sentant physiquement mieux, mais émotionnellement dévastée. Tout ce qui s'était passé n'était pas un cauchemar, c'était réel. Ses enfants l'avaient vraiment abandonnée. Elle descendit au restaurant de l'hôtel où Roberto l'attendait déjà avec le petit déjeuner servi. Il la salua avec un sourire chaleureux et lui demanda comment elle avait dormi. Elena essaya de le remercier à nouveau, mais Roberto leva la main et lui dit que ce n'était pas nécessaire, que ce qu'il avait fait était le moins que toute personne décente aurait fait. Pendant le petit déjeuner, Roberto raconta à Elena sa propre histoire. Lui aussi avait eu une mère qu'il aimait profondément. Elle avait été une femme humble qui avait travaillé toute sa vie comme employée de maison pour lui offrir une éducation. Grâce au sacrifice de sa mère, Roberto put étudier l'ingénierie, obtenir son diplôme avec les honneurs et bâtir l'empire commercial qu'il possédait maintenant. Sa mère était morte il y a 3 ans et pas un jour ne passait sans que Roberto ne pense à elle et ne la remercie pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Ma mère s'appelait Luz, dit Roberto, les yeux brillants. Et je n'oublierai jamais le jour où j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Elle était assise au premier rang dans sa meilleure robe, qui était en réalité assez humble, mais pour moi, c'était la femme la plus élégante de l'endroit. Quand je suis montée sur scène pour recevoir mon diplôme, je l'ai cherché du regard et elle pleurait de fierté. Après, elle m'a dit que tout avait valu la peine. Chaque sacrifice, chaque nuit sans sommeil passée à travailler. Ce jour-là, je lui ai promis que pour le reste de ma vie, je m'assurerai qu'elle ne manque de rien. Roberto fit une pause, essuyant discrètement une larme. Et j'ai tenu cette promesse, Madame Elena. Les dernières années de ma mère ont été confortables. Elle a vécu dans une belle maison que je lui ai achetée. Elle a voyagé dans des endroits qu'elle avait toujours rêvé de connaître. Elle n'a jamais eu à se soucier de l'argent. Mais le plus important, c'est qu'elle n'a jamais été seule. Je lui rendais visite tous les jours. Nous mangions ensemble, nous parlions pendant des heures. Quand elle est morte, elle était entourée d'amour et même si sa perte m'a profondément affectée, j'ai la paix de savoir qu'elle a su à quel point je l'aimais. Elena écoutait, les larmes coulant sur ses joues. C'était exactement ce dont elle avait rêvé pour ces dernières années. Pas de luxe ni de voyage, juste l'amour et la compagnie de ses enfants. C'est pourquoi, continua Roberto avec détermination dans la voix, quand je vous ai vu hier soir sous cette pluie, vous m'avez tellement rappelé ma mère que j'ai senti que c'était elle qui m'envoyait un signal. Je ne peux pas ramener ma mère, mais je peux aider une autre mère qui en a besoin. Et croyez-moi, Madame Elena, vos enfants vont comprendre la terrible erreur qu'ils ont commise. Je m'en chargerai personnellement. Après le petit déjeuner, Roberto passa plusieurs appels. Il avait des contacts dans toute la ville et il ne lui fut pas difficile d'obtenir des informations sur Thomas, Patricia et Ricardo. Il découvrit où ils travaillaient, quelles étaient leurs affaires, qui étaient leurs principaux clients, leurs cercles sociaux. Ce que Roberto découvrit le rendit encore plus indigné. Thomas avait une entreprise de conseil financier prospère avec plusieurs clients importants, dont beaucoup étaient des entrepreneurs respectés dans la ville. Patricia et son mari vivaient dans une grande maison dans un quartier chic. Leurs enfants fréquentaient des écoles privées chères. Ricardo travaillait dans une entreprise de marketing numérique avec un très bon salaire et avait un appartement dans un quartier moderne de la ville. Aucun d'eux n'avait de problèmes économiques réels. Ils avaient simplement été avides, égoïstes et ingrats. Ils avaient sacrifié leur mère pour de l'argent qu'ils n'avaient même pas besoin d'urgence. Roberto décida qu'il était temps de donner une leçon à ses 3 enfants ingrats, mais il ne le ferait pas de manière vengeresse ou cruelle. Il le ferait d'une manière qui les obligerait à faire face aux conséquences de leurs actions, avec un peu de chance, les ferait réfléchir à ce qu'ils avaient fait. Il expliqua son plan à Elena, qui, au début, hésita, disant qu'elle ne voulait pas causer de problème, que c'était peut-être mieux de simplement s'éloigner et d'essayer de reconstruire sa vie seule. Mais Roberto lui dit qu'il ne s'agissait pas de causer des problèmes, mais de rendre justice. Et peut-être, juste peut-être, de permettre à ses enfants de retrouver leur humanité perdue. Madame Elena, dit Roberto en lui prenant les mains, vous ne méritez pas ça et ils ont besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Je ne vais pas leur faire de mal, mais je vais m'assurer qu'ils fassent face à la réalité de ce qu'ils ont fait. Le plan de Roberto était simple, mais efficace. C'était une personne très respectée dans le milieu des affaires de la ville.
Il avait de l'influence et des contacts dans presque tous les secteurs. Roberto contacta discrètement les principaux clients et partenaires commerciaux de Thomas sans donner trop de détails. Il mentionna simplement dans des conversations occasionnelles qu'il avait entendu dire que Thomas Moral avait mis sa mère âgée à la porte de sa maison sous une tempête pour récupérer l'argent de la vente de la propriété. Dans le monde des affaires, surtout dans une ville où les valeurs traditionnelles étaient encore fortes, la réputation personnelle était primordiale et la nouvelle commença à circuler rapidement. En quelques jours, Thomas commença à remarquer des changements inquiétants. Des clients qui avaient été fidèles pendant des années annulaient soudainement des réunions. De nouveaux projets qui semblaient acquis échouaient inexplicablement. Quand il essayait de savoir ce qui se passait, les gens lui donnaient des excuses vagues, mais il sentait qu'il y avait quelque chose de plus. Finalement, un de ses plus anciens clients, un entrepreneur plus âgé qui avait toujours eu confiance en Thomas, eut la décence de lui dire la vérité. Il le convoqua dans son bureau et lui parla avec un sérieux que Thomas n'avait jamais vu chez lui. « Thomas, lui dit l'homme, j'ai entendu des choses sur vous qui m'ont profondément déçu. On dit que vous avez chassé votre mère âgée de sa maison sous la pluie pour prendre son argent. Je suis père et grand-père et je ne peux pas faire affaire avec quelqu'un qui est capable de faire ça. Si c'est le genre de personne que vous êtes, alors je ne veux pas de vos conseils financiers. Le caractère d'une personne se révèle dans la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Thomas paniqua, essaya d'expliquer, de se justifier, mais l'entrepreneur secoua simplement la tête et lui dit qu'il ne voulait pas entendre d'excuses. La réunion se termina là. Thomas quitta ce bureau avec le sentiment que le monde s'écroulait autour de lui. Patricia commença également à rencontrer des problèmes. Les autres mères de l'école privée de ses enfants avaient entendu l'histoire. Dans une ville où de nombreuses familles se connaissaient, les rumeurs voyageaient vite. Les mères qui l'invitaient auparavant à leurs événements sociaux l'évitaient maintenant. Ses enfants rentraient à la maison confus, demandant pourquoi leurs amis ne voulaient plus jouer avec eux. Un après-midi, alors que Patricia allait chercher sa fille à l'école, une autre mère s'approcha d'elle. Au lieu du salut amical habituel, la femme la regarda froidement et lui dit « Patricia, je sais ce que tu as fait à ta mère et je veux que tu saches que je ne veux pas que mes enfants fréquentent les tiens. Je ne veux pas qu'ils apprennent qu'il est acceptable de traiter ses parents de cette façon. Les valeurs s'enseignent par l'exemple et votre exemple est terrible. » Patricia resta paralysée en regardant la femme s'éloigner. D'autres mères la regardaient aussi avec une désapprobation évidente. Pour la première fois, Patricia ressentit ce que c'était d'être jugée, rejetée, considérée comme quelqu'un d'indésirable. Ricardo fut appelé par son superviseur au travail. L'entreprise pour laquelle il travaillait avait une forte culture de valeurs familiales. C'était un de leurs points de fierté. Le superviseur lui expliqua que des rapports sur son comportement personnel leur étaient parvenus et qu'ils envisageaient de le licencier car sa conduite en dehors du travail affectait l'image de l'entreprise. « Notre entreprise est fière de nos valeurs », lui dit le superviseur. « L'une de nos valeurs fondamentales est le respect de la famille et des aînés. S'il est vrai que vous avez abandonné votre mère de cette façon, alors vous n'êtes pas le genre de personne que nous voulons pour représenter notre marque. » Ricardo essaya de se défendre, mais il réalisa qu'il n'avait aucune défense. Ce qu'il avait fait était indéfendable. Les trois frères se réunirent d'urgence pour discuter de ce qu'il fallait faire. C'était la première fois depuis des mois qu'ils étaient unis, mais pas par amour ou par inquiétude mutuelle, mais par peur des conséquences de leurs actions. « Quelqu'un répand des mensonges sur nous », cria Thomas, furieux. « Nous devons découvrir qui c'est et le poursuivre en diffamation. » « Ce ne sont pas des mensonges, » dit Patricia à voix basse en pleurant. « Tout est vrai. Ça ruine ma vie. Mes enfants souffrent à cause de ce que nous avons fait. »« Et que proposes-tu de faire ?» demanda Ricardo, clairement paniqué. « Qu'on retourne voir maman et qu'on lui demande pardon ? Tu crois que ça va tout arranger ?» Ce fut alors que les trois reçurent un appel identique. Une secrétaire professionnelle les contacta chacun séparément, les convoquant à une réunion au bureau de Roberto Mene le lendemain. Aucun d'eux ne savait qui était Roberto Mene, mais le nom sonnait important et puissant. Pendant ce temps, la leçon de Roberto ne faisait que commencer. Il avait également contacté plusieurs médias locaux pour leur raconter l'histoire d'Elena. L'une des journalistes les plus renommées de la ville, une femme nommée Sofia Ramirez, spécialisée dans les histoires d'intérêt humain,
décida de faire un reportage sur le sujet. Sofia rendit visite à Elena à l'hôtel et passa plusieurs heures à l'interviewer. Elena lui raconta toute son histoire avec une honnêteté déchirante. Elle parla de ses années de sacrifice, de son veuvage, de la manière dont ses enfants avaient fait pression sur elle pour vendre sa maison, puis l'avaient abandonnée dans la rue. Elle ne mentionna pas les noms de ses enfants car, malgré tout, cette loyauté maternelle ne meurt jamais complètement. Le reportage s'intitula Le dernier refuge, une mère abandonnée par ses enfants. Sofia écrivit avec une sensibilité qui toucha les cordes les plus sensibles de la communauté. Elena a 68 ans et 3 enfants à qui elle a dédié toute sa vie. Elle a travaillé jusqu'à l'épuisement pour leur donner une éducation. Elle a vendu ses seules possessions de valeur pour financer leurs rêves. Elle les a sauvés encore et encore de leurs problèmes. Mais quand elle a eu besoin d'aide, quand une fracture de la hanche a épuisé ses économies, ses enfants ont vu une opportunité. Ils ont fait pression sur elle pour qu'elle vende sa maison, divise l'argent, puis l'ont laissée sans abri. Une nuit de tempête, cette femme de 68 ans a marché dans les rues trempées, frappant aux portes de ses 3 enfants et chacun d'eux lui a fermé la porte au nez. Le reportage est devenu viral sur les réseaux sociaux de la ville. Des milliers de personnes l'ont partagé, exprimant leur indignation et leur tristesse. Les commentaires se sont remplis d'histoires similaires, de personnes racontant comment elles prenaient soin de leurs parents âgés ou comment leurs parents décédés leur manquaient. « Ma mère a 75 ans et elle vit avec moi », a écrit une femme. « Parfois, c'est difficile, parfois je me sens fatiguée. Mais jamais, jamais je ne pourrai l'abandonner. Cette histoire m'a brisé le cœur. J'ai perdu mon père l'année dernière, a commenté un homme. Je donnerais tout pour passer une nuit de plus avec lui. Comment ces enfants peuvent-ils gâcher le temps qu'ils ont avec leur mère ? La pression sociale sur Thomas, Patricia et Ricardo augmentait de jour en jour. Bien que leur nom n'ait pas encore été rendu public dans le reportage, dans une ville où tout le monde se connaissait, il n'était pas difficile pour les gens de faire le lien. Voisins, connaissances, collègues commençaient à se faire une idée. Le jour de la réunion au bureau de Roberto arriva. Thomas, Patricia et Ricardo arrivèrent nerveux et sur la défensive. Ils ne savaient pas qui était Roberto ni pourquoi il les avait convoqués. Ils savaient seulement que c'était quelqu'un d'important et qu'il avait apparemment quelque chose à voir avec les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Quand ils sont entrés dans la salle de conférence et ont vu leur mère assise là, à côté de Roberto et d'un avocat, leurs expressions furent un choc absolu. Elena était assise avec dignité, vêtue de nouveaux vêtements que Roberto avait insisté pour lui acheter. Elle avait l'air reposée, rétablie, mais surtout elle avait l'air forte. Elle n'était plus la femme brisée qui avait marché sous la pluie des semaines plus tôt. Thomas fut le premier à parler, son ton défensif et agressif. « Que se passe-t-il ici ? Qui êtes-vous et pourquoi nous avez-vous convoqués de cette manière ?» Roberto se leva de sa chaise et d'une voix calme mais ferme, il se présenta formellement. Il expliqua comment il avait trouvé Elena cette nuit pluvieuse. Il leur décrivit en détail l'état de leur mère lorsqu'il l'avait trouvée, trempée jusqu'aux os, tremblante de froid, seule, abandonnée, sans aucun endroit où aller. « Votre mère m'a raconté ce que vous avez fait, » dit Roberto, sa voix devenant plus dure. « Elle m'a raconté comment vous avez fait pression sur elle pour vendre sa maison, comment vous avez pris l'argent et comment ensuite vous l'avez littéralement laissée à la rue. Elle m'a raconté comment elle a frappé aux portes de chacun de vous et comment chacun de vous lui a fermé la porte au nez. Avez-vous une idée du dommage émotionnel et physique que vous avez causé à une femme de 68 ans avec des problèmes de santé ? » La salle devint complètement silencieuse. Patricia commença à pleurer en bredouillant des excuses sur la façon dont les choses avaient dégénéré, sur le fait qu'il n'avait jamais voulu en arriver là. Mais Roberto l'interrompit. « Je ne suis pas ici pour entendre des excuses, » dit-il fermement. « Je suis ici pour que vous fassiez face aux conséquences de vos actes. C'est moi qui me suis assuré que votre comportement soit connu dans vos cercles professionnels et sociaux. Tout ce que vous subissez maintenant est la conséquence directe de vos propres actions. » Thomas devint furieux. « C'est de la diffamation. Je vais vous poursuivre. » L'avocat qui accompagnait Roberto parla pour la première fois avec un calme professionnel. « Il n'y a aucune diffamation ici, Monsieur Moral, car tout ce qui a été communiqué est la vérité. De plus,
j'ai examiné les documents de la vente de la maison de votre mère et j'ai trouvé de multiples irrégularités qui pourraient être motif d'une action en justice pour contrainte et abus contre personnes âgées. Si vous voulez emprunter la voie légale, nous sommes plus que prêts pour cette confrontation et vous finirez probablement tous les trois non seulement par perdre l'argent, mais par faire face à des accusations criminelles. L'expression de Thomas passa de la fureur à la peur. Ricardo, qui était resté silencieux tout le temps, parla finalement d'une voix tremblante. « Maman, qu'est-ce que tu veux de nous ?» Elena les regarda avec une tristesse profonde dans les yeux. Pendant des semaines, elle avait pensé à ce moment, à ce qu'elle leur dirait quand elle les reverrait enfin. « Je ne veux rien de vous, » dit Elena d'une voix calme mais ferme. « Je n'attends plus rien de vous. » L'amour d'une mère ne peut pas être forcé d'être réciproque, mais le respect et la décence de base ne sont pas facultatifs, ils sont obligatoires. Elena prit une profonde respiration et continua. « Je vous ai tout donné, pas seulement des choses matérielles. Je vous ai donné mon temps, mon énergie, ma santé, ma vie entière. Et je ne l'ai pas fait en attendant quelque chose en retour. Je l'ai fait parce que je vous aimais, parce que vous étiez mes enfants. Mais ce que vous avez fait, ce que vous m'avez fait. » Sa voix se brisa un instant, mais elle se reprit. « Vous m'avez laissé à la rue comme si j'étais un déchet. Et ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas d'avoir perdu ma maison ou d'avoir été sous la pluie. Ce qui me fait le plus mal, c'est de découvrir que les trois êtres humains que j'ai mis au monde et élevés avec tant d'amour ont perdu toute humanité. » Patricia se leva de sa chaise et essaya de s'approcher d'Elena, disant entre ses sanglots qu'elle était tellement désolée, qu'elle avait été lâche, que la pression de son mari et ses insécurités économiques l'avaient fait agir horriblement. Mais Elena leva la main pour l'arrêter. « Les excuses faciles ne guérissent pas les blessures profondes, Patricia. Dire « je suis désolée » n'est que le début d'un long chemin de rédemption, si tant est que vous vouliez vraiment reconstruire une quelconque relation avec moi. » Roberto posa alors un document sur la table. L'avocat expliqua qu'Elena avait tous les droits légaux de les poursuivre et qu'elle gagnerait probablement, récupérant sa maison et obtenant une compensation supplémentaire pour le préjudice moral causé. Cependant, Elena avait décidé de leur donner une chance de bien faire les choses, sans impliquer le système judiciaire, mais avec des conditions très claires. Première condition, dit l'avocat. La vente de la maison sera immédiatement annulée et chacun de vous rendra l'argent qu'il a reçu. La maison reviendra à nouveau à la propriété exclusive de Madame Elena. Les trois frères se regardèrent paniqués. Ils avaient dépensé une grande partie de cet argent. Et deuxième condition, continua l'avocat. Vous signerez un document légal vous engageant à verser une pension mensuelle à votre mère pour son entretien, répartie équitablement entre vous trois. Cette pension sera supervisée par moi pour garantir son respect. Troisième condition. Chacun de vous assistera à une thérapie familiale pendant au moins 6 mois pour travailler sur vos problèmes d'empathie et de valeurs familiales. Et quatrième condition, vous effectuerez des travaux communautaires dans une maison de retraite pendant 1 an, 4 heures par semaine, afin d'apprendre à valoriser et à respecter les personnes âgées. Thomas protesta, ces conditions sont excessives. Nous avons aussi des droits. Roberto se pencha sur la table, d'une voix sévère, lui dit, l'alternative est d'affronter un procès public où toute la ville connaîtra vos noms complets et vos visages, où vous perdrez bien plus que de l'argent, où vos réputations seront détruites définitivement et où vous ferez probablement face à des accusations criminelles pour abus envers personnes âgées. Vous avez 10 minutes pour décider. Les 3 frères sortirent de la salle pour discuter en privé. Dehors, une discussion animée éclata. Thomas reprochait aux autres d'en être arrivés là. Patricia continuait de pleurer, disant qu'elle n'avait fait que suivre ce que ses frères proposaient. Ricardo les blâmait tous les deux de l'avoir forcé à participer. Mais finalement, réalisant qu'ils n'avaient pas d'autre option réelle, ils décidèrent d'accepter les conditions. Ils avaient peur des conséquences légales et du scandale public que Roberto avait clairement le pouvoir de créer et d'amplifier. Quand ils revinrent dans la salle, ils signèrent l'accord avec des expressions sombres. Thomas signa avec une rage à peine contenue. Patricia signa en pleurant. Ricardo signa avec des mains tremblantes. Aucun d'eux ne regarda Elena dans les yeux. L'avocat ramassa les documents signés et les informa qu'ils avaient 1 semaine pour rendre l'argent de la vente de la maison ou automatiquement les clauses pénales du contrat qu'ils venaient de signer s'activeraient,
en plus de procéder à l'action en justice. Avant qu'il ne parte, Elena parla une dernière fois. J'ai accepté de vous donner cette opportunité, non pas parce que je vous ai pardonné, car le pardon ne se donne pas si facilement après une douleur si profonde. Je vous donne cette opportunité parce que, malgré tout, une petite partie de moi garde encore l'espoir qu'il reste quelque chose en vous des personnes que j'ai essayé d'élever. Le reste dépend de vous, si vous voulez réellement changer ou si vous agissez simplement par peur des conséquences. Les jours suivants furent tendus mais révélateurs. Thomas, Patricia et Ricardo durent faire des jongleries financières désespérées pour rendre l'argent qu'ils avaient reçu de la vente de la maison. Thomas dut contracter des prêts et vendre certains actifs personnels, y compris la voiture de sport qu'il venait d'acheter. Patricia dut retirer ses enfants de l'école privée chère et les inscrire dans une école publique, ce qui engendra plus de drames dans sa famille. Ricardo dut déménager dans un appartement beaucoup plus petit et moins cher, vendant une grande partie de ses nouveaux meubles. Chacun d'eux subissait les conséquences réelles de leurs actions égoïstes et pour la première fois de leur vie ils payaient un prix élevé pour quelque chose qu'ils avaient mal fait. Une semaine plus tard, l'argent fut intégralement remboursé et la maison fut à nouveau enregistrée légalement comme propriété exclusive d'Elena. Roberto l'accompagna personnellement chez elle. Quand elle franchit le seuil de la porte, elle s'agenouilla et toucha le sol avec ses mains comme si elle saluait un vieil ami. « Je pensais que je ne reviendrais jamais ici », dit-elle à Roberto les larmes aux yeux. « Je pensais avoir perdu ma maison pour toujours. » Roberto s'assura que la maison était entièrement approvisionnée et en parfait état avant de la laisser s'installer. Il engagea également une personne pour venir 2 fois par semaine l'aider avec les tâches ménagères les plus lourdes, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au cours des mois suivants, quelque chose d'intéressant commença à se produire. Thomas fut le premier à commencer son travail communautaire à la maison de retraite. Au début, il le faisait avec ressentiment, le considérant seulement comme une punition qu'il devait purger. Il arrivait, faisait ses 4 heures le plus rapidement possible et partait sans interagir plus que nécessaire avec les résidents. Mais au fil des semaines, quelque chose en lui commença à changer. Il rencontra un vieil homme nommé Don Ernesto, un homme de 82 ans qui avait été ingénieur civil et qui lui rappelait son père Alejandro. Don Ernesto lui racontait des histoires de sa vie, des ponts et des bâtiments qu'il avait construits, de sa femme qui était morte il y a 5 ans, mais ce dont il lui parlait le plus, c'était de ses enfants. « J'ai 3 enfants, dit Don Ernesto un jour alors que Thomas l'aidait à marcher dans le jardin de la résidence. Ils vivent dans d'autres villes, ils ont des emplois importants, de grandes familles. Ils m'appellent 1 fois par mois, peut-être. À Noël, ils m'envoient des cadeaux chers, mais ils ne viennent jamais me voir. Ils ne sont pas venus depuis 2 ans. » Thomas écoutait en silence, commençant à ressentir une gêne croissante. « Tu sais ce qui est le plus triste, » continua Don Ernesto. « Ce n'est pas qu'ils ne viennent pas, c'est que quand je leur parle au téléphone, je sens qu'ils sont pressés, qu'ils veulent terminer l'appel rapidement, comme si parler à leur vieux père était une obligation ennuyeuse à remplir. Et c'est tout. » Don Ernesto s'arrêta et regarda Thomas directement dans les yeux. « Je ne sais pas ce qui t'a amené ici pour faire ton travail communautaire, mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris trop tard dans la vie. Le temps passé avec nos parents est limité. Un jour, ils ne seront tout simplement plus là. Et quand ce jour arrivera, peu importe combien d'argent tu as ou à quel point tu as réussi. La seule chose qui importera, c'est si tu as profité du temps que tu avais avec eux ou si tu l'as gaspillé pour des choses qui, au final, n'ont aucune valeur réelle. » Ces paroles frappèrent Thomas comme un marteau. Cette nuit-là, il ne put pas dormir, pensant à sa mère, à la façon dont il avait failli la perdre à cause de son avidité et de son égoïsme. Pour la première fois depuis des mois, il réfléchit réellement à ce qu'il avait fait. Non pas parce qu'il avait peur des conséquences légales ou sociales, mais parce qu'il commença sincèrement à comprendre le mal qu'il avait causé. Il commença à se souvenir de choses qu'il avait bloquées de son esprit. Il se souvint comment sa mère s'était occupée de lui quand il était enfant et souffrait d'asthme, comment elle se réveillait plusieurs fois la nuit pour vérifier qu'il respirait bien. Il se souvint comment elle travaillait tard sur sa machine à coudre pour pouvoir lui acheter les livres dont il avait besoin pour l'université. Il se souvint du jour de sa remise de diplôme, comment sa mère pleurait de fierté au premier rang, avec cette robe vieille mais propre, qui était la seule qu'elle avait pour les occasions spéciales. Et il ressentit une honte profonde, une honte qui le brûlait à l'intérieur comme de l'acide. Patricia, quant à elle,
dans ses séances de thérapie familiale, commença à affronter des vérités inconfortables sur elle-même. La thérapeute, une femme sage d'une soixantaine d'années nommée Dr Ramirez, ne la laissait pas se cacher derrière des excuses. « Patricia, lui dit la docteure lors d'une des séances, vous avez passé les 3 dernières semaines à blâmer votre mari, vos frères, vos circonstances économiques, mais je ne vous ai jamais entendu assumer la responsabilité personnelle de vos actions. Dites-moi, à quel moment avez-vous décidé que l'argent était plus important que votre mère ?» Patricia essaya de se défendre, mais la docteure l'arrêta. « Je ne veux pas d'excuses. Je veux que vous soyez honnête avec vous-même. Votre mère vous a élevé seule quand vous êtes tombée enceinte à 17 ans. Elle a pris soin de votre fille pour que vous puissiez terminer vos études. Et comment l'avez-vous remerciée ? En lui fermant la porte au nez quand elle avait le plus besoin de vous. » Les paroles de la thérapeute furent comme des gifles que Patricia avait besoin d'entendre. Lors d'une autre séance, la docteure Ramirez lui posa une question qui changea tout. « Quelle valeur enseignez-vous à vos enfants lorsque vous leur montrez que l'argent et le statut social sont plus importants que l'amour et la loyauté familiale ?» Patricia resta paralysée. Elle n'y avait jamais pensé. Sa fille aînée, Sophia, avait 15 ans, le même âge que Patricia quand elle a commencé à prendre de mauvaises décisions. Que lui donnait-elle ? Que lui enseignait-elle sur la façon de traiter les gens qu'elle aime ? Cette nuit-là, Patricia eut une conversation sérieuse avec sa fille. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé avec sa grand-mère Elena, sans omettre aucun détail honteux. Sophia l'écouta, les yeux de plus en plus grands. Incrédule, « Maman », lui dit Sophia quand Patricia eut fini de parler. « Comment as-tu pu faire ça ? Grand-mère a toujours été si gentille avec nous. Elle nous faisait toujours des gâteaux quand nous venions la voir. Elle nous demandait toujours comment se passaient nos études, pourquoi lui as-tu fait ça ? » Patricia commença à pleurer. Voir la déception dans les yeux de sa propre fille fut plus douloureux que tout jugement social qu'elle avait affronté. « J'ai fait une erreur, mon amour, lui dit Patricia entre ses sanglots. J'ai fait une terrible erreur et j'essaie maintenant de la réparer, mais je veux que tu apprennes de mes erreurs. Je veux que tu comprennes qu'il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes que l'argent ou ce que pensent les autres. La famille, l'amour véritable, la loyauté. Ces choses n'ont pas de prix. » Sophia serra sa mère dans ses bras, mais Patricia pouvait sentir que sa fille la voyait différemment. Elle avait perdu un peu de respect aux yeux de sa propre fille et cela faisait plus mal que tout le reste. Ricardo eut son moment de révélation d'une manière différente. Un samedi après-midi, pendant son quart de travail communautaire à la résidence, une dame âgée nommée Doña Beatriz tomba gravement malade. Ricardo était présent lorsque les médecins sont arrivés et lui ont dit que son cœur lâchait, qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Doña Beatriz, avec le peu de voix qui lui restait, demanda à ce qu'on appelle ses enfants. Elle avait 2 enfants, un homme de 45 ans et une femme de 42 ans. Le personnel de la résidence les contacta immédiatement, leur expliquant la gravité de la situation. Le fils dit qu'il était en voyage d'affaires dans une autre ville et qu'il ne pouvait pas l'annuler, qu'il perdrait beaucoup d'argent. La fille dit que ses enfants avaient des activités scolaires ce week-end-là et qu'elle ne pouvait pas les laisser. Les 2 dirent qu'ils viendraient dès qu'ils le pourraient, mais que ce serait probablement dans quelques jours. Doña Beatriz écouta les réponses du personnel et ferma simplement les yeux, laissant couler des larmes silencieuses. Ricardo était là, témoin de tout cela. Pendant les 48 heures suivantes, Ricardo vit Doña Beatriz se détériorer rapidement. Elle continuait de demander si ses enfants étaient déjà arrivés, s'ils étaient en route. Le personnel lui mentait pieusement en lui disant que oui, qu'ils étaient presque là, juste pour lui donner un peu de paix. Doña Beatriz mourut un lundi matin tôt. Ricardo était là quand cela s'est produit. La vieille dame ouvrit les yeux une dernière fois, regarda vers la porte espérant voir ses enfants, réalisant qu'ils n'étaient pas là, elle murmura quelque chose que Ricardo put à peine entendre. Ils ne sont pas venus. Je ne leur importais pas suffisamment. Et puis elle s'en alla. Ricardo resta assis là, près du lit de Doña Beatriz, pendant plusieurs minutes après sa mort, regardant son visage maintenant en paix, mais avec des traces de larmes séchées sur ses joues, et quelque chose se brisa en lui. Il pensa à sa mère cette nuit-là sous la pluie, à la façon dont elle avait frappé à sa porte en suppliant de l'aide et qu'il l'avait rejetée.
Il pensa à comment Doña Beatriz avait passé ses derniers jours à attendre des enfants qui n'étaient jamais arrivés et il réalisa avec horreur qu'il avait été sur le point de devenir l'un de ces enfants. Des enfants qui étaient trop occupés par leur propre vie pour être là quand leurs parents avaient besoin d'eux. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, Ricardo pleura. Non pas des larmes d'apitoiement ou de peur des conséquences, mais des larmes de véritable repentance. Il pleura pour Doña Beatriz, il pleura pour sa mère, il pleura pour l'homme égoïste qu'il était devenu. Lorsque les enfants de Doña Beatriz sont finalement arrivés 2 jours plus tard pour les funérailles, Ricardo les a vus entrer dans la résidence vêtus de noir, avec des expressions qui essayaient de paraître tristes, mais qui ne montraient en réalité que de l'inconfort. Il les entendit parler avec le directeur pour régler rapidement les détails des funérailles parce qu'ils devaient retourner à leur vie. Et Ricardo sut qu'il ne voulait pas être cette personne. Il ne voulait pas être le fils qui arrivait en retard, qui n'arrivait que lorsque cela n'avait plus d'importance. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette terrible nuit sous la pluie. Les 3 frères avaient respecté religieusement toutes les conditions de l'accord. Ils payaient la pension mensuelle d'Elena sans faute, assistaient à leurs séances de thérapie et complétaient leurs heures de travail communautaire. Mais plus important encore, quelque chose avait sincèrement changé en chacun d'eux. Un dimanche après-midi, Thomas se présenta chez Elena sans prévenir. Elle ouvrit la porte avec prudence, ne sachant pas à quoi s'attendre. Thomas était là, les larmes aux yeux, tenant un bouquet de fleurs sauvages, les fleurs simples et modestes qu'Elena avait toujours aimées, les mêmes qu'Alejandro ramassait pour elle lorsqu'il se promenait à la campagne. « Maman, dit Thomas d'une voix tremblante, puis-je entrer, s'il te plaît ?» Elena le laissa entrer et ils s'assirent dans le salon qui gardait tant de souvenirs. Thomas n'essaya pas de justifier ses actions ni de donner d'excuses faciles. Il lui parla simplement avec son cœur. « Je suis allé à la maison de retraite, lui dit-il. Et j'ai rencontré un homme nommé Don Ernesto. Il m'a raconté des histoires sur sa vie, sur ses enfants qui ne lui rendent jamais visite. Et chaque fois que je lui parle, je pense à toi. Je pense à quel point j'ai failli devenir l'un de ces enfants qui abandonnent leurs parents. » Thomas fit une pause, essuyant ses larmes. « Je me suis souvenu de choses, maman, des choses que j'avais bloquées de mon esprit parce qu'il était plus facile de ne pas y penser. Je me suis souvenu de toutes les nuits que tu as passées éveillée quand j'étais enfant et que je faisais de l'asthme. Je me suis souvenu comment tu as vendu la bague de grand-mère pour payer mon université. Je me suis souvenu de ton visage le jour de ma remise de diplôme, comment tu pleurais de fierté, et j'ai réalisé, continua-t-il d'une voix brisée, que j'avais tout à l'envers. Je pensais que le succès était d'avoir de l'argent, d'avoir une entreprise prospère, d'avoir des clients importants. Mais Don Ernesto a 3 enfants qui ont réussi et il est seul dans une résidence à attendre des visites qui n'arrivent jamais. À quoi lui a servi tout son travail, tout son succès si au final ses enfants ne sont pas là pour lui ? Thomas tomba à genoux devant sa mère. « Je te demande pardon, maman. Je n'attends pas que tu me pardonnes immédiatement. Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux que tu saches que mon repentir est réel. Chaque jour, je me lève avec la honte de ce que j'ai fait, mais je m'engage à passer le reste de ma vie à être le fils que tu as toujours mérité d'avoir. » Elena écouta en silence, des larmes coulant sur ses propres joues. Quand Thomas eut fini de parler, elle ne le serra pas dans ses bras, ni ne lui dit que tout était pardonné, mais elle lui dit quelque chose d'également important. « Le chemin pour revenir à mon cœur est long, Thomas. Il ne se parcourt pas avec de belles paroles, mais avec des actions cohérentes. Mais le fait que tu sois ici, que tu aies commencé ce chemin, signifie quelque chose pour moi. Je ne vous promets pas que les choses reviendront comme avant, car cette innocence est perdue. Mais si vous avez vraiment changé, si vous comprenez vraiment maintenant ce que vous avez fait, alors peut-être qu'avec le temps nous pourrons construire quelque chose de nouveau. » Au cours des semaines suivantes, Patricia et Ricardo vinrent également voir Elena, chacun à sa manière, chacun avec son propre processus de repentance et de transformation. Patricia arriva un mardi après-midi avec sa fille Sofia. Elena fut surprise de voir sa petite fille, qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. « Grand-mère, » dit Sofia avant que Patricia ne puisse parler. « Maman m'a raconté tout ce qui s'est passé et je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Nous t'aimons beaucoup et je suis désolée que tu aies traversé ça. » Patricia s'agenouilla à côté de sa fille devant Elena. « Maman, j'ai suivi une thérapie et j'ai appris des choses très dures sur moi-même.
J'ai réalisé que je m'étais perdue en essayant de maintenir une image, de prétendre que nous étions une famille parfaite, avec une vie parfaite, et dans ce processus, j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Ma thérapeute m'a posé une question que je n'arrive pas à m'ôter de la tête, continua Patricia. Elle m'a demandé quelles valeurs j'enseignais à mes enfants et j'ai réalisé avec horreur que je leur enseignais que l'argent et le statut sont plus importants que la famille, qu'il est acceptable d'abandonner les gens qu'on aime si cela nous arrange. Patricia prit les mains d'Elena. Je ne veux pas que Sophia grandisse en pensant que c'est bien. Je veux qu'elle apprenne de mes erreurs. C'est pourquoi je l'ai amenée aujourd'hui, parce que je veux qu'elle voie ce qu'est vraiment l'amour familial. Je veux qu'elle passe du temps avec toi, qu'elle apprenne de toi les choses que j'ai oubliées en chemin. Elena regarda sa petite fille, vit la sincérité dans ses jeunes yeux et sentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que de cette tragédie pourrait sortir quelque chose de bon, au moins pour la génération suivante. Ricardo fut le dernier à venir, mais quand il le fit, sa transformation fut peut-être la plus profonde. Il arriva un samedi matin et demanda à Elena s'il pouvait l'aider avec les tâches ménagères. Pendant les heures suivantes, Ricardo tondit la pelouse, répara un robinet qui fuyait, peignit la clôture du jardin. Elena l'observait de la fenêtre, voyant son plus jeune fils travailler avec un dévouement qu'elle n'avait jamais vu en lui. Quand ils eurent fini, ils s'assirent dans le jardin pour boire de la limonade. Ricardo lui parla de Doña Beatrice, de la façon dont elle était morte seule en attendant des enfants qui n'étaient jamais arrivés. Quand je l'ai vue mourir ainsi, dit Ricardo d'une voix tremblante, je me suis vu dans ses enfants. J'allais être cette personne, maman. J'allais être le fils qui arrive en retard quand cela n'importe plus. Et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas vivre avec ce regret. Ricardo prit la main de sa mère. Je sais que j'ai été un désastre toute ma vie. Tu m'as sauvé tellement de fois, tu m'as aidé quand personne d'autre ne le faisait et je t'ai rendu l'appareil de la pire façon possible. Mais je veux changer, maman. Je veux vraiment changer. Et pas seulement par peur des conséquences, mais parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu cette nuit-là. J'ai failli perdre ma mère, la seule personne qui a toujours cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. Elena écouta chacun de ses enfants pendant ces semaines. Elle vit leurs larmes, entendit leurs paroles et même si la douleur de ce qu'ils avaient fait était toujours là, fraîche et réelle, elle commençait aussi à voir quelque chose d'autre, un changement sincère, un réveil. Le changement ne fut pas instantané ni parfait. Il y eut des moments difficiles, des conversations douloureuses et des souvenirs qui faisaient encore mal. Elena ne prétendit pas que tout allait bien. Elle ne leur donna pas un faux pardon juste pour maintenir la paix. Elle fut honnête au sujet de sa douleur, de ce dont elle avait besoin d'eux pour pouvoir reconstruire la confiance. Et ses enfants, pour la première fois de leur vie, l'écoutèrent vraiment. Thomas commença à lui rendre visite tous les mercredis pour dîner ensemble. Au début, les conversations étaient inconfortables, remplies de silences lourds. Mais avec le temps, ils commencèrent à parler réellement, non seulement de choses superficielles, mais de sentiments réels, de regrets, d'espoir. Patricia commença à amener ses enfants rendre visite à Elena le dimanche. Elena leur enseignait à cuisiner les recettes traditionnelles de la famille. Elle leur racontait des histoires sur leur père Alejandro, sur ce qu'était la vie quand ses parents étaient jeunes. Et dans ces moments, Patricia voyait ses enfants se connecter avec leur grand-mère d'une manière qu'elle avait elle-même oubliée. Ricardo devint l'aide officielle d'Elena pour tout ce dont elle avait besoin dans la maison. Chaque samedi, il arrivait avec sa boîte à outils, prêt à réparer ce qui était nécessaire. Mais plus que le travail physique, ce qui importait vraiment, c'était le temps qu'ils passaient ensemble à parler pendant qu'ils travaillaient, se reconnectant après des années de distance. Roberto continua de faire partie de la vie d'Elena, non pas comme un sauveur, mais comme un véritable ami. Ils avaient formé un lien spécial cette nuit-là sous la pluie, un lien qui transcendait les circonstances de leur rencontre. « Vous m'avez fait un cadeau, Madame Elena », lui dit Roberto un jour alors qu'il prenait le café chez elle. « Vous m'avez donné l'occasion d'honorer la mémoire de ma mère en aidant une autre mère qui en avait besoin. Et vous m'avez aussi rappelé qu'il y a de la bonté dans le monde, même dans les situations les plus sombres. » Elena sourit. « Roberto, vous m'avez sauvé la vie cette nuit-là, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement.
Vous m'avez appris que j'ai de la valeur par moi-même, que je n'ai pas besoin de dépendre d'enfants ingrats pour avoir de la dignité et du respect, mais vous m'avez aussi sagement conseillé de leur donner une chance de se racheter. Et vous aviez raison. Pensez-vous qu'ils ont réellement changé ? Demanda Roberto. Elena réfléchit un instant avant de répondre. Je pense qu'ils sont en train de changer. Le vrai changement prend du temps, ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais je vois des efforts sincères, je vois un repentir réel et c'est un début. Un an après cette nuit sous la pluie, Elena célébra son 69e anniversaire. Ses 3 enfants étaient là avec leur famille. Mais cette fois, ce n'était ni une obligation, ni une apparence. Thomas avait apporté le gâteau fait avec la recette qu'Elena avait enseignée à Patricia quand elle était enfant et que Patricia avait maintenant enseigné à sa fille Sofia, qu'il avait préparé spécialement pour sa grand-mère. Ricardo avait décoré la maison avec les fleurs sauvages qu'Elena aimait tant, les mêmes qu'Alejandro lui offrait. Il avait mis des photos de famille partout dans la maison, y compris certaines de quand les enfants étaient petits, des rappels de moments plus heureux. Roberto était là aussi, souriant en voyant comment cette famille brisée se reconstruisait lentement. Il avait amené avec lui Sofia Ramirez, la journaliste qui avait écrit le reportage original sur Elena. Sofia voulait faire un suivi de l'histoire, documenter comment cela s'était terminé. Pendant le dîner, il y eut des rires sincères, des conversations chaleureuses, des moments de connexion réelle. Les petits-enfants d'Elena jouaient dans le jardin où ses propres enfants avaient joué des décennies plus tôt. Patricia et Sofia aidaient Elena dans la cuisine, 3 générations travaillant ensemble. Thomas et Ricardo discutaient avec animation avec Roberto, qui leur donnait des conseils sur les affaires, mais aussi sur la vie. Après le dîner, alors qu'ils mangeaient le gâteau, Thomas se leva et demanda la parole. Le salon devint silencieux. Je veux vous raconter une histoire, commença Thomas d'une voix émue. Il y a exactement 1 an, mes frères et sœurs et moi avons commis la pire erreur de notre vie. Nous avons chassé notre mère de sa maison sous une tempête. Nous lui avons fermé la porte au nez quand elle nous a demandé de l'aide. Nous l'avons laissée seule dans la rue sans nous soucier de ce qui lui arriverait. Ses propres enfants l'écoutaient les yeux grands ouverts. Certains des détails de l'histoire étaient nouveaux pour eux. Nous avons fait ça, continua Thomas, sa voix se brisant, parce que nous étions avides, égoïstes et aveugles, parce que nous avons oublié tout ce que cette femme extraordinaire avait fait pour nous. Parce que nous avons valorisé l'argent plus que la personne qui nous a donné la vie. Thomas regarda Elena directement, mais ensuite quelque chose se produisit. Un homme nommé Roberto a trouvé maman sous la pluie et lui a donné refuge. Et cet homme, avec maman, nous a donné quelque chose que nous ne méritions pas. Une deuxième chance. Pas une deuxième chance facile, mais une chance de faire face à ce que nous avions fait, de ressentir les conséquences, de vraiment changer. Patricia et Ricardo se levèrent également, se plaçant aux côtés de leur frère. Cette année a été la plus difficile de ma vie, dit Patricia, des larmes coulant sur ses joues. J'ai dû affronter de terribles vérités sur moi-même. J'ai dû voir la déception dans les yeux de mes propres enfants. Mais cela a aussi été l'année la plus importante parce que j'ai appris ce que signifie réellement la famille, le sacrifice, l'amour véritable et je l'ai appris de toi, maman, continua Patricia. Même après ce que nous t'avons fait, même après t'avoir laissé dans la rue, tu as eu la force de nous donner une autre chance. Non pas parce que c'était facile pour toi, mais parce que tu es plus forte et plus sage que nous ne l'avons jamais été. Ricardo parla en dernier, sa voix à peine un murmure. J'ai été un désastre toute ma vie, maman, et tu as toujours été là pour me sauver. Mais quand tu as eu besoin d'aide, je t'ai tourné le dos. J'ai vu une vieille dame mourir seule à la résidence, attendant des enfants qui ne sont jamais arrivés, et j'ai réalisé que j'allais être l'un de ces enfants si je ne changeais pas. Ricardo s'agenouilla devant sa mère. Merci de ne pas avoir abandonné avec nous. Merci de nous avoir donné l'occasion d'être meilleurs. Je te promets que je passerai le reste de ma vie à te prouver que ta foi en nous n'était pas vaine. La pièce était dans un silence complet, à l'exception des légers sanglots. Même les enfants, bien qu'ils ne comprenaient pas complètement tout, pouvaient sentir le poids émotionnel du moment. Elena se leva, tremblant légèrement. Elle regarda ses 3 enfants, vit leurs larmes, sentit leur repentir sincère et parla finalement. Cette nuit-là sous la pluie fut la plus sombre de ma vie, dit Elena d'une voix claire et forte. J'ai cru que j'avais tout perdu.
J'ai cru que j'avais échoué en tant que mère. Je me suis demandé ce que j'avais fait de travers en vous élevant, ce que j'avais mal fait pour que mes propres enfants soient capables de me traiter ainsi. Mais maintenant je comprends, continua-t-elle, que parfois les gens ont besoin de toucher le fond pour se réveiller, pour comprendre ce qui compte vraiment. Vous avez dû perdre votre mère pour comprendre sa valeur. Vous avez dû affronter les conséquences de vos actions pour comprendre que les actions ont des conséquences. Elena regarda chacun de ses enfants. Le chemin n'a pas été facile. Il y a encore des jours où je me souviens de cette nuit et ça me fait mal. Il y a encore des moments où je me demande si je peux vous faire complètement confiance, mais je vois aussi l'effort que vous faites, je vois le changement qui se produit et cela me donne de l'espoir. J'ai appris quelque chose d'important cette année, dit Elena. J'ai appris que l'amour d'une mère ne signifie pas permettre qu'on vous marche dessus, cela signifie avoir la force de poser des limites, d'exiger le respect que vous méritez, mais aussi de donner des secondes chances quand il y a un repentir sincère. Elena étendit ses bras et ses 3 enfants s'approchèrent. Pour la première fois depuis 1 an, ils s'embrassèrent en famille. Ce fut un long câlin, rempli de larmes, de pardon, d'espoir. Roberto observait la scène, les yeux humides. Il s'approcha de Sofia, la journaliste, et lui murmura « C'est l'histoire que vous devez raconter. Non seulement la tragédie de ce qui s'est passé, mais la rédemption qui est venue après, le message qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir meilleur. » Sofia hocha la tête, prenant des notes mentales. C'était une histoire que la ville avait besoin d'entendre. Les mois suivants continuèrent d'être un processus de guérison et de croissance. La relation entre Elena et ses enfants ne redevint pas ce qu'elle était avant. C'était impossible. Mais elle devint quelque chose de différent, quelque chose de plus fort. D'une certaine manière, il y avait une honnêteté qui n'existait pas auparavant, une appréciation mutuelle qui avait été gagnée à travers la douleur et la rédemption. Thomas devint un défenseur passionné des droits des personnes âgées dans sa communauté. Il utilisa son influence dans le monde des affaires pour promouvoir des programmes de soutien aux personnes âgées. Il n'oublia jamais les leçons qu'il avait apprises de Don Ernesto à la résidence. Patricia devint bénévole régulière dans des centres communautaires, enseignant à d'autres mères l'importance des valeurs familiales. Elle parla ouvertement de ses erreurs, utilisant sa propre histoire comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et ses enfants, surtout Sofia, grandirent avec une profonde appréciation pour leur grand-mère et pour le concept de famille. Ricardo trouva finalement la stabilité dans sa vie. Le travail communautaire à la résidence lui donna un sens à sa vie qu'il n'avait jamais eu. Il quitta finalement son travail dans le marketing et se consacra à travailler à temps plein à la résidence, devenant coordinateur d'activités pour les résidents. Il trouva sa vocation à prendre soin des autres, à leur donner l'attention et l'amour que beaucoup de leur propre famille ne leur donnaient pas. 2 ans après cette nuit pluvieuse, Sofia Ramirez publia son article de suivi, De l'abandon à la rédemption, comment une famille a retrouvé le chemin de l'amour. L'article devint viral, non seulement dans la ville, mais à l'échelle nationale. Des milliers de personnes le partagèrent, inspirés par l'histoire de douleur, de perte, mais aussi d'espoir et de transformation. L'article suscita d'importantes conversations sur la façon dont nous traitons nos aînés, sur la valeur des parents, sur l'importance de la famille. Beaucoup de personnes qui s'étaient éloignées de leurs parents se rapprochèrent à nouveau, inspirées par l'histoire d'Elena et de ses enfants. Roberto fut honoré par la Chambre de commerce de la ville pour son acte de bonté et pour avoir utilisé son influence pour promouvoir des valeurs positives dans la communauté des affaires. Dans son discours d'acceptation, il parla de sa mère Luz et d'Elena, de la façon dont ces 2 femmes lui avaient enseigné ce qui compte vraiment dans la vie. Le vrai succès, dit Roberto devant des centaines d'entrepreneurs, ne se mesure pas en compte bancaire ou en propriété. Il se mesure à la façon dont nous traitons les personnes qui ne peuvent rien nous donner en retour. Il se mesure à la façon dont nous honorons ceux qui nous ont tout donné sans rien demander. Il se mesure à si, à la fin de nos vies, nous pouvons regarder en arrière et savoir que nous avons fait une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pour le 3e anniversaire de cette nuit pluvieuse, Elena organisa un dîner spécial. Elle invita non seulement ses enfants et petits-enfants, mais aussi Roberto, Don Ernesto de la résidence, qui était toujours en vie, mais recevait maintenant des visites fréquentes de Thomas, Doña Carmen, l'une des voisines qui avait toujours été gentille avec elle,
et plusieurs des résidents de la maison de retraite avec qui ses enfants s'étaient liés d'amitié pendant leur travail communautaire. Ce fut une célébration de la famille dans son sens le plus large, non seulement des liens du sang, mais des liens forgés à travers des expériences partagées, de la douleur surmontée, des leçons apprises. Pendant le dîner, le petit-fils aîné d'Elena, le fils de Thomas de 12 ans nommé Alejandro en l'honneur de son grand-père, se leva et demanda la permission de parler. « Grand-mère, dit le garçon d'une voix claire, à l'école on nous a demandé d'écrire sur notre héros et j'ai écrit sur toi. » Le garçon sortit un papier plié de sa poche et commença à lire. « Mon héroïne est ma grand-mère Elena. Elle a traversé quelque chose de très difficile il y a 3 ans, quelque chose que je ne détaillerai pas ici parce que c'est privé, mais ce qui la rend mon héroïne, ce n'est pas ce qui lui est arrivé, mais la façon dont elle a répondu. Elle aurait pu devenir amère et pleine de haine. Elle aurait pu fermer son cœur pour toujours. Mais au lieu de cela, elle a choisi de donner une deuxième chance. Elle a choisi de croire que les gens peuvent changer et grâce à ce choix, notre famille est réunie aujourd'hui. » Le garçon regarda sa grand-mère avec des yeux brillants. « Ma maîtresse m'a donné un A pour l'essai et a dit que c'est vrai que le véritable héroïsme est de pardonner quand il serait plus facile de haïr. C'est de donner des opportunités quand il serait plus facile de fermer la porte. C'est d'aimer quand il serait plus facile d'être indifférent. Merci de nous enseigner cela, grand-mère. Merci d'être notre héroïne. » Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Elena serra son petit-fils dans ses bras sans pouvoir parler à cause de l'émotion. Cet enfant, cette nouvelle génération, avait appris les leçons que ses propres enfants avaient dû apprendre de la manière la plus difficile. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Elena est assise seule dans son salon avec une tasse de thé, regardant les photographies qui ornaient les murs. Photos de ses enfants quand ils étaient petits, photos d'Alejandro, nouvelles photos de ses petits-enfants, photos de tous les dîners et célébrations des 3 dernières années. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, à toute la douleur, mais aussi à toute la guérison. Elle pensa à cette nuit pluvieuse où elle avait cru avoir tout perdu et réalisa que, d'une certaine manière, elle avait dû tout perdre pour le regagner, mais d'une manière plus significative. Sa maison n'était plus seulement un bâtiment rempli de souvenirs du passé. Elle était maintenant aussi remplie de nouveaux moments, de nouveaux rires, d'amour reconstruit. Elena regarda la photographie d'Alejandro qu'elle avait sur la table. « Nous avons réussi, mon amour, lui murmura-t-elle. C'était douloureux, c'était difficile, mais à la fin, nos enfants ont retrouvé leur chemin. Ils ne sont pas parfaits, mais ils essaient. Et c'est tout ce qu'une mère peut demander. » Cette nuit-là, Elena dormit en paix, sachant que, même si le chemin avait été sombre et douloureux, cela en avait finalement valu la peine. Ses enfants avaient appris les leçons les plus importantes de la vie. Des leçons qui ne peuvent être apprises qu'à travers la douleur et la conséquence, mais aussi à travers le pardon et la seconde chance. Et quelque part dans la ville, 3 adultes dormaient également, chacun avec la photo de leur mère sur leur table de nuit, rappel constant de ce qu'ils avaient failli perdre et de la gratitude qu'ils avaient d'avoir une autre chance. L'histoire d'Elena et de ses enfants devint une légende dans la ville. Une histoire racontée comme un avertissement, mais aussi comme une inspiration. Une histoire sur la façon dont l'égoïsme peut détruire les familles, mais aussi sur la façon dont un repentir sincère et le pardon peuvent les reconstruire. Et pour Roberto, qui avait été l'instrument du destin cette nuit pluvieuse, c'était un rappel que, parfois, nous sommes au bon endroit, au bon moment pour une raison, qu'un petit acte de bonté peut changer non seulement une vie, mais toute une famille, toute une génération. 5 ans après cette nuit sous la pluie, Elena fêta ses 73 ans. Sa santé était bonne pour son âge. Bien qu'elle marchait plus lentement et avait besoin plus souvent de sa canne, son esprit était plus fort que jamais. Thomas avait prospéré dans ses affaires, mais gérait les choses différemment maintenant. Il avait établi un programme dans son entreprise où une partie des bénéfices était destinée à soutenir les familles avec des parents âgés qui avaient besoin de soins. Il avait également créé une fondation en l'honneur de son père Alejandro, qui fournissait des conseils financiers gratuits aux personnes âgées afin qu'elles ne soient pas victimes de fraude ou d'abus économiques. Chaque fois que j'aide une personne âgée à protéger son épargne, dit Thomas à sa mère un jour, je pense à la façon dont nous t'avons tout pris et je m'engage à nouveau à ne jamais permettre que cela arrive à quelqu'un d'autre si c'est en mon pouvoir de l'éviter. Patricia avait écrit un livre sur son expérience. Il s'intitulait « Les portes que j'ai fermées »,
une confession d'une fille repentie. Le livre était devenu un best-seller inattendu, résonnant avec des milliers de personnes qui s'identifiaient soit à Patricia, soit à Elena. Patricia faisait don de tous les bénéfices du livre aux maisons de retraite et aux programmes de soutien familial. Dans la dédicace du livre, Patricia avait écrit « À ma mère, Elena Moral, qui m'a appris que le véritable amour n'est pas celui qui ne manque jamais, mais celui qui trouve la force de pardonner et de reconstruire après l'échec. Et à ma fille Sophia, avec l'espoir qu'elle n'aura jamais à apprendre ces leçons de la manière douloureuse dont je les ai apprises. » Ricardo s'était marié, chose à laquelle personne dans la famille ne s'attendait. Il rencontra une femme nommée Anna, qui travaillait comme infirmière à la maison de retraite. Anna était une femme compatissante et patiente qui vit en Ricardo quelque chose qu'il ignorait lui-même posséder, un cœur capable d'un amour profond et sincère. Il m'a enseigné, à travers sa douleur et sa solitude, la valeur d'être présent pour nos parents tant que nous le pouvons encore. Roberto continua d'être une présence constante dans la vie d'Elena. Ils étaient devenus les meilleurs amis, unis par cette nuit qui avait changé tant de vies. Roberto ne s'était jamais remarié après la mort de sa femme des années auparavant et Elena n'avait jamais cherché à remplacer Alejandro. Mais ils trouvèrent dans leur amitié une compagnie précieuse et réconfortante. Les dimanches après-midi devinrent sacrés. Toute la famille se réunissait chez Elena pour le repas. Ce n'était pas obligatoire. Personne ne les forçait, mais tout le monde voulait être là. Les petits-enfants couraient dans le jardin. Patricia et Sophia cuisinaient avec Elena. Les hommes conversaient dans le salon. C'était exactement ce dont Elena avait rêvé pendant toutes ces années de solitude. Un dimanche en particulier, alors que tout le monde était réuni, une visiteuse inattendue arriva. C'était Sofía Ramírez, la journaliste, mais cette fois elle ne venait pas pour une histoire. Elle venait avec sa propre mère, une femme de 70 ans qui marchait avec difficulté. « Madame Elena », dit Sophia les yeux brillants. « Après avoir écrit votre histoire, j'ai eu une discussion difficile avec moi-même. J'ai réalisé que même si je n'avais pas abandonné ma mère comme vos enfants l'avaient fait, je n'étais pas non plus la fille qu'elle méritait. J'étais toujours trop occupée. J'avais toujours une excuse pour ne pas lui rendre visite plus souvent. » Sophia serra sa mère dans ses bras. « Votre histoire m'a réveillée, m'a fait réaliser que le temps est limité et que je ne voulais pas regarder en arrière avec des regrets. Alors je suis venue vous remercier personnellement. Votre histoire n'a pas seulement sauvé votre famille, elle a aussi sauvé la mienne. » Elena serra les deux femmes dans ses bras. « C'est la raison pour laquelle cela vaut la peine de partager nos histoires, même les douloureuses, parce que nous ne savons jamais qui nous pouvons aider, qui nous pouvons réveiller avant qu'il ne soit trop tard. » Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait sur la maison remplie de familles et d'amis, Elena s'assit dans le jardin, au même endroit où Alejandro s'asseyait pour lire le journal tous les matins. Elle ferma les yeux et put sentir sa présence presque comme s'il était assis à côté d'elle. « Tu vois, mon amour, lui murmura-t-elle au vent. Nos enfants ont trouvé leur chemin. Ce fut un chemin sombre et douloureux, mais à la fin, ils ont retrouvé leur chemin vers nous, vers ce que nous avons essayé de leur enseigner. » Une douce brise souffla les fleurs sauvages que Ricardo avait plantées dans le jardin. Et Elena pourrait jurer qu'elle entendit la voix d'Alejandro dans ce vent. « J'ai toujours su qu'ils le feraient, mon amour, parce qu'ils ont eu la meilleure des maîtresses. » Elena sourit, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de gratitude. Gratitude d'avoir survécu à la tempête. Gratitude d'avoir trouvé la force de donner des secondes chances. Gratitude de voir sa famille reconstruite et plus forte qu'avant. Les années suivantes s'écoulèrent avec la douceur qui ne vient qu'après avoir connu l'amertume. Elena vit grandir ses petits-enfants, certains d'entre eux entrant déjà à l'université. Elle vit ses enfants devenir de meilleurs parents grâce aux leçons qu'ils avaient apprises. Elle vit son histoire inspirer d'autres à valoriser leurs parents, à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Quand Elena eut 75 ans, la famille organisa une célébration spéciale. Il n'y avait pas seulement ses enfants et petits-enfants, mais aussi des dizaines de personnes dont la vie avait été touchée par son histoire. Des résidents de la maison de retraite où ses enfants faisaient du bénévolat, des familles qui avaient lu le livre de Patricia et s'étaient réconciliées avec leurs propres parents. Des personnes qui avaient entendu le discours de Roberto et avaient décidé d'être de meilleurs enfants. Pendant la célébration,
une surprise spéciale arriva. Le maire de la ville arriva avec une reconnaissance officielle. La ville nommait un centre communautaire pour personnes âgées en l'honneur d'Elena, le centre familial Elena Moral. Madame Elena, dit le maire devant toutes les personnes présentes, votre histoire nous a enseigné à tous dans cette ville quelque chose de vital. Elle nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, que le pardon est possible même après les trahisons les plus profondes et que l'amour d'une mère est une force qui peut transformer même les cœurs les plus endurcis. Elena était submergée par l'émotion. Elle regarda ses enfants qui pleuraient de fierté. Elle regarda ses petits-enfants qui la regardaient avec admiration. Elle regarda Roberto, qui lui fit un clin d'œil et hocha la tête en signe d'approbation. « Je ne suis pas une héroïne, dit Elena quand elle put enfin parler. Je suis juste une mère qui a fait ce que n'importe quelle mère ferait, donner des secondes chances. Je suis une femme qui a eu la bénédiction d'être sauvée dans mon moment le plus sombre par un ange appelé Roberto. Je suis une personne qui a appris que la douleur peut se transformer en croissance, que l'obscurité cède finalement la place à la lumière. » Elena fit une pause, regardant chaque personne dans la pièce. « Si mon histoire peut enseigner quelque chose, j'espère que ce sera ceci. Ne sous-estimez jamais la valeur de vos parents. Ne supposez jamais qu'ils seront toujours là. Le temps est limité et précieux. Ne le gaspillez pas en choses qui, au final, n'importent pas, car lorsque ce dernier jour arrivera, la seule chose qui importera est l'amour que vous avez donné et l'amour que vous avez reçu. » La pièce éclata en applaudissements. Les gens s'essuyaient les larmes. Ils se serraient dans les bras. Certains sortirent même leur téléphone pour appeler leurs propres parents à cet instant même. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Elena s'assit dans sa chambre regardant les photos de sa vie. Il y avait une photo de son mariage avec Alejandro, tous deux si jeunes et pleins d'espoir. Il y avait des photos de ses enfants quand ils étaient bébés, quand ils étaient enfants, quand ils ont obtenu leur diplôme. Il y avait de nouvelles photos de toute la famille réunie, souriante, vraiment heureuse. Et il y avait une photo de cette nuit pluvieuse, prise par Sofia, la journaliste, des semaines après que cela se soit produit. C'était une photo de l'auvent où Roberto l'avait trouvée. Ce n'était pas une jolie photo, mais elle était importante. C'était un rappel d'où elle avait été, de ce à quoi elle avait survécu, du chemin parcouru. Elena toucha cette photo avec douceur. « Merci, murmura-t-elle. Elle n'était pas sûre à qui elle parlait. Adieu, au destin, à Alejandro, à Roberto, peut-être à tous. Merci de ne pas m'avoir laissé mourir sous cette pluie. Merci de m'avoir donné la force de continuer. Merci de m'avoir permis de voir ce jour. » Le lendemain matin, Elena se réveilla au son de rire dans son jardin. Elle regarda par la fenêtre et vit ses 3 enfants et plusieurs de ses petits-enfants préparant un petit déjeuner surprise pour elle. Thomas essayait de faire des crêpes et les brûlait lamentablement. Patricia le gronda affectueusement tout en sauvant la situation. Ricardo avait apporté des fleurs fraîches du marché et les arrangeait dans un vase. C'était une scène ordinaire, domestique, simple. Mais pour Elena, qui se souvenait de ces jours sombres où elle avait cru ne jamais revoir ses enfants, où elle avait cru avoir perdu sa famille pour toujours. Cette scène simple était un miracle. Elle s'habilla et descendit lentement les escaliers. Quand elle entra dans la cuisine, ses enfants crièrent « Surprise !» et l'entourèrent d'étreinte. « Pourquoi tout ça ?» demanda Elena en souriant. « Nous avons besoin d'une raison pour célébrer notre mère », répondit Thomas en embrassant son front. « Nous voulions juste commencer ta journée de la meilleure façon », ajouta Patricia. « Parce que nous t'aimons », dit simplement Ricardo, et parce que chaque jour avec toi est un cadeau que nous avons failli perdre. Elena s'assit à la table entourée de sa famille, mangeant des crêpes brûlées qui avaient un goût de gloire parce qu'elles étaient faites avec amour, et à ce moment, elle sut avec une certitude absolue que cela en avait valu la peine. Toute la douleur, toute l'obscurité, toute la lutte en avait valu la peine pour ce moment, pour cette famille reconstruite, pour cet amour retrouvé. L'histoire d'Elena Moral et de ses 3 enfants devint plus qu'une histoire locale. Elle devint un symbole de rédemption, de seconde chance, du pouvoir transformateur de l'amour véritable. Mais pour Elena, il ne s'agissait jamais d'être un symbole ou une inspiration, il s'agissait simplement d'être une mère, d'aimer ses enfants, même quand ils ne l'aimaient pas, d'avoir foi en la capacité des gens à changer.
Et elle avait raison, les gens peuvent changer. Ses enfants étaient la preuve vivante de cela. Des années plus tard, quand Elena eut 82 ans et que sa santé commença à décliner, elle ne mourut pas seule dans une maison de retraite. Elle ne mourut pas en se demandant si ses enfants l'aimaient. Elle mourut dans sa propre maison, dans son propre lit, entourée de ses 3 enfants qui ne la quittèrent pas pendant ces derniers jours. Thomas lui tenait une main, Patricia l'autre, et Ricardo était assis au pied de son lit, massant doucement ses pieds fatigués, comme il le faisait quand il était enfant et qu'elle rentrait épuisée du travail. « Vous êtes là ?» leur demanda Elena d'une voix faible dans un de ses derniers moments de lucidité. « Oui » admit Patricia en pleurant. « Nous ne voulons pas te laisser partir. » « Mais » ajouta Thomas, sa voix se brisant, « nous sommes aussi reconnaissants. Reconnaissants d'avoir eu ces dernières années avec toi. Reconnaissants d'avoir pu arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Et n'ayez pas peur, leur dit Elena avec un faible sourire. Nous avons eu notre temps. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et à la fin, c'est la seule chose qui compte. Tu nous as pardonné, maman, demanda Ricardo, ayant besoin de l'entendre une dernière fois. Tu nous as vraiment pardonné pour ce que nous t'avons fait? Elena les regarda tous les 3, ses 2 fils et sa fille, qui furent un jour ses bébés, qui l'avaient trahi de la pire façon, qui s'étaient ensuite transformés en les enfants qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Je vous ai pardonné il y a longtemps, dit-elle doucement. Mais le plus important est que vous vous soyez pardonné à vous-même et soyez devenus de meilleures personnes. C'était toujours mon plus grand souhait pour vous. Elena ferma les yeux un instant, respirant avec difficulté. Quand elle les rouvrit, il y avait une paix dans ses yeux que ses enfants n'avaient jamais vue auparavant. Vous voyez cette lumière, murmura-t-elle en regardant vers un coin de la pièce où ses enfants ne voyaient rien. C'est votre père, il est venu me chercher. Maman, commença Patricia, mais Elena leva légèrement la main. C'est bon, mon amour, c'est l'heure. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Sa voix n'était plus qu'un murmure maintenant. Cette nuit-là, sous la pluie, quand j'ai cru avoir tout perdu, je n'aurais jamais imaginé que des années plus tard je serais ici, entourée de tant d'amour. La vie est étrange ainsi. Parfois il faut tout perdre pour gagner ce qui compte vraiment. Nous t'aimons, maman, dirent les 3 à l'unisson, leur voix se mêlant à leurs sanglots. Et moi je vous aime, répondit Elena. Je vous ai toujours aimé, même quand vous m'avez fermé les portes, même sous la pluie, je vous ai toujours aimé parce que c'est ce que fait une mère. Elle aime sans condition, sans limite, sans fin. Telles furent les dernières paroles d'Elena Moral. Elle mourut en paix avec un sourire sur son visage, tenant les mains de ses enfants, entourée de l'amour qu'elle avait lutté si durement pour récupérer. À ses funérailles, il n'y eut pas assez de mots pour décrire qui Elena avait été. Thomas parla de sa force. Patricia parla de sa grâce. Ricardo parla de sa capacité à pardonner. Roberto parla de sa dignité même dans les moments les plus sombres, mais ce fut la petite fille d'Elena, Sofia, maintenant âgée de 21 ans, qui saisit le mieux l'essence de sa grand-mère. Ma grand-mère Elena m'a appris que l'amour véritable n'est pas celui qui n'affronte jamais de problème, dit Sofia devant l'assemblée réunie. L'amour véritable est celui qui survit aux problèmes, celui qui se reconstruit après avoir été brisé, celui qui devient plus fort là où il a été fissuré. Ma grand-mère nous a enseigné qu'il vaut toujours la peine de donner des secondes chances parce que les gens peuvent changer. Nous en sommes la preuve. Des années après les funérailles d'Elena, le centre familial Elena Moral continuait de fonctionner, aidant des centaines de familles à se réconcilier, fournissant un soutien aux personnes âgées, offrant une thérapie familiale à ceux qui en avaient besoin. À l'entrée du centre, il y avait une plaque avec une photo d'Elena et une citation d'elle. L'amour d'une mère n'est pas celui qui ne manque jamais, mais celui qui trouve la force de pardonner et de reconstruire après l'échec. Thomas, Patricia et Ricardo continuèrent leur travail en l'honneur de leur mère. Chacun à sa manière, ils dédièrent le reste de leur vie à s'assurer qu'aucune autre personne âgée n'ait à traverser ce que leur mère avait traversé et qu'aucun autre enfant ne commette les erreurs qu'ils avaient commises. Et les nuits pluvieuses, lorsque la ville se taisait, à l'exception du bruit de l'eau frappant le trottoir, on disait que si l'on écoutait attentivement, on pouvait entendre l'écho de cette nuit d'il y a tant d'années. La nuit où une mère a marché seule sous la tempête, la nuit qui a failli détruire une famille, mais qui, finalement, l'a sauvée.
Parce que parfois les leçons les plus importantes de la vie viennent envelopper dans la douleur la plus profonde et parfois il faut traverser la tempête la plus sombre pour apprécier la lumière du soleil qui vient après. L'histoire d'Elena Morale n'est pas seulement une histoire d'abandon et de rédemption. C'est une histoire sur le pouvoir transformateur de l'amour maternel, sur la capacité humaine de changer, sur l'importance des secondes chances et sur le fait qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Et c'est une leçon qui mérite d'être rappelée maintenant et toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui vous feront réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car nous ne savons jamais qui a besoin d'un rappel de la valeur de la famille et de l'amour véritable. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran, où nous vous raconterons une autre histoire vraie qui vous émouvra aux larmes. Rappelez-vous, la famille est le plus grand trésor que nous ayons. N'attendons pas de la perdre pour nous rendre compte de sa valeur. On se retrouve dans la prochaine vidéo et que Dieu bénisse toutes les mères du monde qui donnent tout pour leurs enfants sans rien attendre en retour.